Bien. Comment ça va ce matin pour ceux qui sont là? Alors, est-ce que le niveau sonore est bon? Je vais monter un peu ma voix. Voilà. Bien. Bien, bien, bien. Alors, cette semaine animée puisqu'il y a eu la première, mardi dernier. Certains d'entre vous étaient là. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous rappelle que ce soir, je la rejoue. 21h, même endroit, même heure. Je la jouerai du coup le dimanche soir et le mardi soir jusqu'à la fin du mois, sauf exception. Je vous ai fait des petits posts tout mignons avec des photos et tout. Je deviens bon en com. Non, c'est pas vrai. Histoire que vous ayez toutes les dates. Vous pouvez les retrouver sur le Discord, sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram. Donc, quel que soit votre réseau, il n'y a que TikTok pour l'instant, je m'y suis pas mis. Mais vous avez la liste des diffusions du coup jusqu'à la fin du mois. Voilà, donc c'est tous les mardis soirs. Et il y aura un dimanche où il n'y aura pas comment ça s'appelle, de chronique. Parce que du coup, je bosse. Je serai en presta. Voilà, voilà. Alors, la semaine, j'espère qu'elle a été bonne pour vous déjà. Et moi, j'ai un ami qui est venu cette semaine pour me filer un coup de main sur certaines tâches que j'ai à faire avant tous les hivers, je dirais. Ne serait-ce que rentrer du bois, etc. On en a profité pour isoler un petit peu des trucs dans la maison et pour repeindre une pièce. Salut le moche! Et donc, hier, comme il faisait beau, exceptionnellement, n'est-ce pas? Vu qu'aujourd'hui il pleut à nouveau, vu qu'il faisait beau hier, on a rentré du bois. Et donc, j'ai un tas de bois qui est pas très loin, bon, peu importe, qui est pas très loin d'un point d'eau. Et je disais à mon ami, il faut faire attention parce qu'il y a des serpents dans le coin. Et donc, je soulève la bâche, j'enlève la bâche du tas de bois, et je tombe là-dessus. Alors, est-ce que parmi vous, il y en a qui reconnaissent ce serpent? Ça pour dire que bon, des serpents, il y en a plein dans le coin, moi je le sais. Je sais qu'en plus, au niveau de ce tas de bois, c'est assez fréquent que j'en trouve. Celui-là, je ne l'avais pas vu. Alors à votre avis? Salut les hiboux! Alors ce qui est bien, c'est que vu que la température extérieure actuellement, bon aujourd'hui elle est plutôt à 9 degrés, hier avec le soleil, il faisait environ 14. Donc quand j'ai soulevé ma bâche, elle m'a regardé et elle n'était pas vive, hein. Donc on lui a foutu la paix, elle est restée au soleil sur sa bûche pendant plusieurs heures, le temps qu'on bricole, on avait des trucs à faire, notamment à rentrer du bois ailleurs. Et quand on a eu fini de rentrer notre bois, il fallait que je recharge ce tas-là. Du coup, elle était déjà partie, parce que le soleil s'était couché, donc elle était retournée dans le tas de bois, ce qui fait qu'on lui a rajouté 2 stères à peu près sur la tête. Bon, je pense pas que qu'elle ait été blessée, hein. Elle s'est réfugiée tout au fond du tas de bois. Et à mon avis, si elle survit à l'hiver, je la retrouverai certainement au printemps. Alors ouais, ils sont tout mous. Ben oui, à 14 degrés, les serpents, ils sont pas très vifs. Surtout qu'avec l'hiver, là, la température va baisser encore, donc elle va certainement hiberner. Et donc je suis pas inquiet. C'est pour ça que voilà, des serpents, je tombe dessus assez fréquemment. Il y en a pas mal dans le coin. Alors, est-ce que vous avez reconnu cette bébête? Quand même. Exactement, le zibou. Exactement, le zibou. Tu as tout à fait raison. C'est une vipère aspic. Alors, elle est reconnaissable effectivement au dessin qu'elle a sur le dos, à la tête, qui a une forme triangulaire. La taille aussi, bah, c'est pas très gros, hein. Vous voyez la bûche qui est derrière, elle est pas énorme, hein, donc c'est pas un gros serpent. Je l'ai pas vu en entier sur la longueur, mais oui, hiverner, tu as raison, le moche. Ils hibernent pas, les serpents, c'est vrai. Donc, bon, à vue de nez, c'est une bestiole qui doit faire peut-être 50 cm de long, quoi. Donc, c'est pas un gros serpent. Ça se reconnaît facilement, les vipères, à la tête.
effectivement, avec la tête qui a une forme en V. Et là, on voit pas bien sur la photo, parce que je vous avoue que j'ai pas fait une photo macro, hein. Je voulais quand même lui foutre la paix, et éviter de me faire mordre aussi. La tête en V, donc, et sur la tête, on voit pas bien par rapport à la qualité de la photo. Mais en fait, si on regarde attentivement sur la tête, elle a des dessins en V. L'œil est une fente aussi, contrairement au couleuvre, par exemple, qui a un œil d'une forme différente. Et c'est un alaphobie, ouais, il faut pas s'en approcher. Alors, cela dit, à chaque fois que je tombe sur un serpent, je pousse toujours un petit cri, hein, parce que je m'y attends pas, tout simplement, c'est que je suis surpris. Mais je reste quand même assez méfiant. Alors, une vipère aspic, c'est rare d'en mourir. Cela dit, le venin, il est quand même assez violent. Donc, on va éviter de se faire mordre. C'est le genre de serpent qu'il faut pas aller lui faire des papouilles, quoi, hein. Ça peut, par contre, pour les chiens, les chats, les trucs comme ça, pour les animaux, ça peut être dangereux. Pour nous, on finira aux urgences, mais globalement, bon, ça va. Ça va, ça va. Voilà, donc c'était la petite découverte d'hier. Elle nous a tenu compagnie un moment, puis après, elle est retournée dans son coin. Et en règle générale, si on les fait pas chier, les animaux, ils posent pas de soucis, hein. Voilà, c'était la petite anecdote de la journée. Fréquent, fréquent en forêt, encore une fois. Je comprends le moche. Alors oui, le zibou, c'est vrai que les serpents, beaucoup de gens en ont peur, à juste titre, hein, il y en a qui sont vraiment dangereux. Les araignées aussi. Alors les araignées, on a des monstres, hein, dans le coin. Encore une fois, je vous ai pas mené de photos, mais on a quelques monstres. Il y a des fois, je me trouve dans le Seigneur des Anneaux, quoi. On a de belles, sacrées bestioles, ouais. Mais là, c'est pareil, hein, les araignées, si vous les emmerdez pas, il y a aucune raison qu'elles viennent mordre. Surtout que la majorité, en fait, en France, on n'a pas d'araignées très dangereuses. Il y a quelques accidents avec les veuves noires, mais c'est extrêmement rare. Donc voilà, ce sont des phobies, on a peur de ces animaux-là. Mais bon. Après, il faut pas être arachnophobe chez moi parce que j'ai tendance à laisser les araignées, en fait. Alors pas les grosses, je les mets dehors, mais tout ce qui est faucheuse et les petites araignées, ah en règle générale, je leur fous la paix. Je débarrasse les toiles quand elles sont vides, mais c'est tellement pratique, c'est des insecticides extrêmement efficaces. Donc il y en a environ deux trois par pièce chez moi. Elles se calent dans le plafond, dans les poutres. Et elles me débarrassent de pas mal d'insectes de la maison, en fait. C'est hyper pratique. Comme les scutigères véloces, d'ailleurs, c'est pareil. C'est les animaux qu'on n'aime pas, les sortes de gros mille-pattes hyper rapides. Enfin, gros, des trucs qui sont gros comme ça. Et ça se déplace super vite. En règle générale, on les surprend la nuit parce que ce sont des insectes qui n'aiment pas la lumière, qui aiment bien rester dans des endroits sombres et humides. Et ce sont des chasseurs qui sont super intéressants pour les maisons parce que ils assainissent la maison, en fait. Donc ce sont des animaux qu'il faut garder, il ne faut pas les chasser. Oui, avoir peur des vers de terre, là, c'est chaud quand même, hein. Je veux bien qu'on ait une certaine répulsion parce que c'est gluant, etc. Mais bon, avant de se faire attaquer par un ver de terre, disons qu'il faut être mort. Et encore, je suis pas sûr que les vers de terre s'attaquent aux cadavres. Bon, voilà, c'était l'anecdote du matin. Alors, je vous montre un petit truc. Vous savez que ça me tient toujours un peu à cœur, ce genre de choses. Je vais vous montrer une vidéo d'un cycliste. Alors, regardons ça. Tiens, c'est un klaxon de camion qu'il a sur son vélo. Bon alors, analysons un petit peu ces images. Analysons un petit peu ces images. On a le vélo qui est sur sa piste cyclable. On s'aperçoit qu'ici, au niveau du feu, il a un voyant fixe. Alors, effectivement, le vélo est prioritaire. Normalement, la voiture devrait le laisser passer. Sauf que, sauf que, il a 1000 fois le temps de la voir. Il a
largement le temps de la voir. D'ailleurs, il attend le dernier moment pour la klaxonner et faire son évitement. Vous voyez? Il entame l'évitement, en fait, quand il arrive sur la voiture. Alors, certes, au niveau du code de la route, le vélo a raison. Sauf que, moi, ce que je dis là-dessus, c'est que quand on est en deux roues, il vaut mieux être vivant qu'avoir raison. Et ce genre de comportement-là, j'espère qu'il n'a pas le permis moto, ce gars-là. Parce qu'avec ce genre de comportement, il va mourir avec une moto. En meule, on le sait tous ceux qui font de la moto, beaucoup, c'est pas le bon bouton, qui font beaucoup de moto, un peu comme moi, on a l'habitude de ce genre de choses. Il y a des gens qui nous regardent dans les yeux et qui nous coupent le devant. En fait, ils nous ont pas vus. C'est assez fréquent. Et je répète ma philosophie, je préfère être vivant qu'avoir raison. Parce que quand on cartonne avec un deux roues, on a toujours tort, en fait. Je parle pas tort sur le plan légal, je parle pas du code de la route, là. Je dis juste que les dégâts qu'on va avoir sur le véhicule et sur nous-mêmes sont tels que de toute façon, même si on avait raison en termes de code de la route, on a tort parce que c'est nous qui subissons les dégâts, systématiquement. Donc, ce genre de comportement-là, moi je pense que c'est des mauvais comportements sur la route, très honnêtement. Là, la bonne action qu'il aurait dû faire, c'est en arrivant ici, à la limite, il aurait peut-être dû klaxonner, mais surtout, il aurait dû commencer à freiner. C'est une règle, quand on arrive sur des carrefours, notamment où il n'a pas beaucoup de visibilité à droite, puisqu'il y a un mur qui le gêne, on voit qu'il y a une voiture qui est arrêtée, mais bon, moi je ne connais pas le carrefour, je ne sais pas comment sont gérés les feux. Cela dit, on voit qu'avec la vitesse, la voiture qui est à l'arrêt là, il la voit au dernier moment. Donc en arrivant sur un carrefour avec un côté aveugle comme ça, une voiture qui va s'engager, c'est certain, dans ce genre de situation-là, il aurait dû déjà commencer à freiner dès ce moment-là. C'est complètement débile en fait d'arriver sur le véhicule, de le klaxonner et d'éviter au dernier moment. C'est comme ça d'ailleurs qu'avec une machine de 200 kg et de 180 chevaux, enfin pas 180 mais de 120 ou 130 chevaux, c'est comme ça qu'il y a des mecs qui terminent dans les bagnoles avec les motos. Voilà. C'est mes two cents du matin. Je répète, en deux roues, il vaut mieux être vivant qu'avoir raison. Parce que si on joue avec des véhicules d'une tonne, c'est pareil, j'en ai vu jouer avec des camions, c'est pas la même chanson, hein. Voilà. Donc, si vous êtes en deux roues, soyez prudents. Certes, il y a un code de la route, mais il y a toujours des gens, soit qui font des conneries parce qu'ils sont pas concentrés, c'est des erreurs simplement, soit parce qu'ils s'en battent les flancs et qui conduisent seuls au monde, on va dire. Mais dans tous les cas, quand on est en deux roues, on a toujours tort. Moi, quand j'ai passé mon permis, notre moniteur, il disait toujours « N'oublie jamais que tout le monde veut te tuer sur la route. Consciemment ou pas, tout le monde veut te tuer. Il faut être paranoïaque en moto. » Ouais, ils ont pas de frein, ouais, c'est ça. Non, non, ils ont des freins, c'est juste qu'ils s'en servent pas. Mais bon, l'ego en deux roues, justement, il faut le mettre de côté. Je le dis suffisamment souvent, on ne conduit pas une moto en fonction de la taille de sa bite. C'est l'ego, c'est de l'humilité, le deux roues. Ne pas se prendre pour un pilote, ne pas se croire au-dessus des règles de la physique, enfin des lois de la physique, parce que là, la physique et la réalité, on n'a rien à foutre de nos états d'âme. Et ensuite, encore une fois, il vaut mieux être vivant qu'avoir raison. Voilà, voilà. Alors, puisqu'on est sur la route, je vous montre un autre truc qui m'a fait sourire. Les insultes préférées des automobilistes français, d'après une étude via Voice pour la Massif et la Fondation Jean Jaurès. Alors, ça m'a fait sourire. Alors, quelles sont les insultes que vous utilisez au volant? Et ne me dites pas que vous insultez personne. Je ne vous croirai pas. Donc, on a en premier connard, connasse. Effectivement, con, ça va avec. Abruti, enculé, bouffon, salaud, salope, fils de pute ou fille de pute, bâtard, tocard, pédé. Bon. Je dois avouer que j'utilise les 8 premières. Souvent dans mon casque, il n'y a personne qui m'entend, ou dans l'habitacle, bien sûr. Je ne vais pas ouvrir la fenêtre pour insulter quelqu'un. C'est juste que je râle et que je lâche des jurons. J'utilise les 8 premières assez fréquemment. La 9e, jamais. C'est pas un mot, tocard, c'est pas un mot que j'utilise beaucoup. Quant à PD, pour moi, c'est pas une insulte. Voilà, c'est juste un état, donc je m'en sers jamais. Vu que c'est pas une insulte.
Et vous utilisez quoi comme insulte sur la route pour gueuler contre les gens qui vous font peur? Ah. Ah, il est possible que les filtres du chat, ouais, s'activent effectivement. Ça, c'est une possibilité. Il y a quand même des filtres automatiques, sur les chats de Twitch et de Kick. Ah, enfoiré aussi, effectivement. Effectivement, je m'en sers aussi. Mais quand je suis moins énervé, en fait. Enfoiré, je dirais, c'est le juron que je vais lâcher quand ça va. Que j'ai eu le temps de réagir et de voir et de voir arriver la connerie, quoi. Fils de flûte. C'est bien écrit, ça, j'aime bien. Bon, c'est marrant quand même quand les comportements changent quand on est sur la route. J'ai toujours trouvé ça assez bizarre. Ouah, ça devrait bien se passer, le zibou. Je pense que si on utilise des jurons ou des insultes standards, Twitch devrait pas s'exciter trop. Qui s'en fout, hein, je pense. Les filtres sont assez succincts quand même. Ouais, on a tendance à s'énerver au volant, ce qu'il faut pas en fait. Là aussi, c'est pareil. En deux roues, j'ai appris à me calmer au volant. C'est une très très mauvaise idée d'être énervé quand on conduit une moto. Parce qu'on a tendance à conduire plus brutalement, à être plus sur les accélérations et les freinages. Et en meule, c'est pas une bonne idée du tout, quoi. Il vaut mieux toujours rester calme et analytique. C'est pareil en voiture, mais la voiture permet quand même enfin, pardonne beaucoup plus d'erreurs qu'une moto. On n'imagine pas à quel point c'est stable une voiture, à quel point ça freine, à quel point ça tient la route, en comparaison d'un deux roues, quoi. Bon, voilà, c'était les petits trucs un peu amusants du matin. Alors, je vais vous casser le moral dès le départ, matin, parce que je vais faire Madame Météo. Bon, je vous en ai déjà parlé, vous savez que c'est un chercheur que je suis depuis très longtemps maintenant. Serge Zaka, agro-météorologue. Donc, il étudie le climat, il étudie le changement climatique et surtout, il étudie les adaptations des espèces, de la culture. Je le répète, hein, pour le représenter, comment adapter notre agriculture en fait au changement climatique. Puisque bon, la France ne va pas se transformer en Sahara tout de suite, mais les essences changent et donc il faut adapter notre agriculture au changement du climat si on veut quand même arriver à bouffer dans les décennies qui viennent. Et donc Serge Zaka, si vous êtes sur Twitter, je vous le conseille. Je suis d'accord, le moche, exactement. Donc, Serge Zaka, c'est quelqu'un qui a toujours des posts qui sont très intéressants. Et les données qu'il utilise sont ses données de recherche. Et c'est un vrai scientifique à mes yeux, en tout cas, vu qu'il prend toujours les précautions nécessaires, le recul, etc. Et en plus, oula, et en plus, il a une patience de fou parce que oui, oui, le zibou, je te dis, moi j'ai juste enclenché les filtres automatiques, hein. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, donc il répond en fait aux climato-sceptiques. Il prend le temps de réexpliquer des trucs, même à des gens qui comprennent rien. Donc, il dit avec le passage du cyclone Kirk, sous une forme tempérée et affaiblie, la semaine prochaine sera de nouveau difficile pour les agriculteurs.
Excès d'eau pour la 50e fois et risque de couchage des cultures, tournesol et maïs. Les sols sont déjà et vont continuer à être détrempés alors que les semis approchent. Le blé, par exemple, c'est les semis d'automne. Cela ne sera pas étonnant d'avoir des vigilances orange et des débordements alors que l'automne commence à peine. Effectivement, salut Karine. Effectivement, quand on regarde donc le fameux Kirk, il est en train d'arriver sur nous, il va toucher une partie de la France. Tu as vu Karine, je me suis transformé en Madame Météo. Et du coup, voilà, il va nous traverser. Donc on va ramasser encore de la flotte. Alors je sais pas vous, mais nous, il flotte déjà. On a eu un été particulièrement pluvieux, un printemps particulièrement pluvieux. Et là, ça, pour l'instant, en tout cas, c'est pareil. Hier, quand on est allé faire le bois avec le copain, euh, je vous garantis que j'ai fait quelques ornières avec le 4x4 pour monter sur le terrain, là. Parce que j'ai des passages où il n'y a qu'un 4x4 qui passe, hein. Et du coup, j'en ai profité, vu que c'était détrempé, en redescendant avec 2 stères de bois dans le bac. euh, J'en ai profité pour remarquer, je dirais, des ruisseaux. Je mettais les 2 roues latérales du 4x4 dans le ruisseau, en fait. C'est des petits ruisseaux pour canaliser l'eau. Parce qu'au-dessus, c'est détrempé. C'est un vrai marécage au-dessus de chez moi. Et donc, j'ai utilisé mon 4x4 pour enfoncer un peu le ruisseau, tellement que c'est boueux, en fait. Et j'ai réussi quand même à me caler, à m'embourber 2 fois. Même avec les 4 roues motrices et des roues énormes, quoi. Donc c'est super détrempé et pourtant ça faisait déjà un jour et quelques qu'il n'avait pas plu. Donc voilà, on va prendre de la flotte encore et encore de la flotte sur la tronche. Si, je vous répète, si vous connaissez pas Serge Zaka, allez le suivre sur Twitter. C'est un gars qui est vraiment intéressant. Il fait des threads ou des réponses, notamment sur l'écologie, sur le climat, etc., qui sont sourcés, qui sont carrés. Salut Galadi. Et c'est un gars que j'apprécie beaucoup. Je vous remontre. Voilà. De temps en temps, on le voit à la télé aussi. Il répond à des questions. Je l'aime bien avec son chapeau et tout, il est rigolo. Mais surtout, il est très intéressant. Alors, pour moi, c'est un petit peu dans la même ligne. Euh, Toujours un petit peu sur l'écologie ou autre. Et je vais vous parler maintenant des tiny house. J'imagine que vous connaissez le truc. Les tiny house, c'est des toutes petites maisons, pour ceux qui connaissent pas. Et je suis tombé sur un thread avec lequel je suis assez d'accord. Oui, c'est anxiogène, mais bon, de toute façon, le moche, il est là et il va changer, on peut rien y faire. Donc autant être prévenu et s'y adapter, tout simplement, hein. Je fais une parenthèse. Ah, si, si, tu as raison, le moche, il est passé chez Defecator, ouais. Effectivement, cet été, je crois. Defecator l'avait interviewé ou au printemps. Mais c'est pas vieux, tu as raison, j'avais oublié. J'avais oublié. Donc, oui, souvent, moi, je pense, il y a des amis qui me disent, tu penses toujours au pire. C'est vrai, je pense toujours au pire. Quand je me lance dans des projets ou que j'ai des choses en prévision, je suis quelqu'un qui anticipe énormément, qui planifie énormément. Et je pense effectivement toujours au pire. La différence, c'est que je pense pas au pire pour me mettre oh mon Dieu, si jamais il se passe ça, ça va être l'horreur, etc. C'est pas du tout ça ma démarche. Moi, ma démarche de penser au pire, c'est de dire ok, si cette situation se produit, qu'est-ce que je vais faire? Quelles sont mes réactions? Quelle est ma procédure à ce moment-là? Qu'est-ce qui va se passer? Et en fait, je liste comme ça quand j'anticipe mes projets ou autres, je liste toujours les côtés qui vont échouer, les échecs, pour savoir qu'est-ce que je vais faire. Et en fait, moi, ça me rassure, parce que j'ai déjà une procédure dans ma tête en me disant, si jamais il se passe ça, ben, je vais faire ça. Bien sûr, je réadapte au dernier moment, je ne suis pas non plus rigide. Mais c'est pour ça que je pense toujours au pire. C'est pour ça que, par exemple, le climat, ben, en fait, moi, salut à Primaël. Eh ben, t'as bien raison. J'espère que tu prends le café au lit en nous regardant.
Donc ouais, le climat, moi, il m'angoisse pas. C'est le tout, c'est, on le sait, on a des scientifiques qui étudient bien le truc, qui sont relativement fiables. Et, et du coup, voilà, c'est juste pour anticiper le futur. Voilà, c'est ça le zibou, prévoir le pire. Comme ça, si ça arrive, si ça arrive pas, on est soulagé. Si ça arrive, on a déjà des solutions qui sont prêtes. C'est exactement ma façon de penser. Donc je reviens sur l'histoire des tiny house. Parce que pour moi, c'est lié au climat. Il y a tout un mouvement écolo, tout ça là-dessus. Et notamment, si vous allez un peu suivre les chaînes autonomistes, je ne parle pas autonomiste politique, hein, je parle d'autonomie soit alimentaire, soit énergétique, enfin ceux qui essayent de tendre vers ça, puisque pour moi, l'autonomie est une utopie, c'est pas possible d'y arriver. On peut y arriver dans certains domaines, on peut se rapprocher de l'autonomie dans certains domaines, mais même au niveau alimentaire, si vous avez une famille, c'est pas un potager qui va la nourrir. C'est de la culture en champ. Partout où il y a des gens qui vivent qui tirent toute leur nourriture de la terre, ce sont des champs. Parce que les quantités qu'il faut produire sont énormes. Donc du coup, si on va voir un petit peu sur les chaînes écolo et autonomistes, ou ceux qui veulent qui ont un peu des modèles de vie comme le mien, la tiny house, ça fait partie des choses qui sont souvent mises en exergue, parce que c'est une petite maison, parce qu'elle est en bois, parce que c'est cool, parce que voilà. Sauf que, à part dans des cas très particuliers, moi je pense que c'est une très mauvaise idée. Et je vais vous lire le thread, mais je vais le détailler au fur et à mesure. Donc, la personne que je connais pas dit confession un peu nulle, je vais corriger au fur et à mesure les fautes d'orthographe à l'oral. À 18 piges, un truc qui me faisait rêver, c'était d'acheter une tiny house parce que je me disais que c'était un mode de vie plus écolo et moins drainant financièrement. Après, pas beaucoup de réflexion, les tiny house, c'est de la grosse merde. Alors, j'irai pas jusque-là, mais effectivement, je suis pas très partisan de ça. Les tiny house sont vendus comme une solution à la crise du logement. Pour quelques dizaines de milliers d'euros, vous avez une maison, vous n'avez plus à payer de loyer à un proprio véreux et vous adoptez un mode de vie plus écologique, les tiny, peu coûteuses en énergie. Sauf que les tiny ne sont ni peu chers, ni vraiment écologiques. Certes, vivre dans une tiny demande moins d'énergie que dans un logement plus classique, mais entre le prix de sa construction et son entretien, le bois vieillissant très mal, l'empreinte carbone bon, je connais pas le terme. Empreinte carbone, oui et non. Ça reste souvent du bois. Tu stockes où dans une tiny house? Tu parles du bois, justement, du bois de chauffage. Alors, la tiny house, effectivement, c'est des tout petits logements, hein. Le prix n'est pas vraiment si faible que ça, parce qu'une tiny, c'est entre 50 et 90 K. Pour des surfaces, ne dépasse jamais 25 mètres carrés, ce qui fait plus de 2000 € le mètre carré pour un logement sans terrain. Ah d'accord, merci le zibou. Alors oui, pour moi, ça c'est le plus gros point limitant. Si vous décidez de vivre en tiny, en règle générale, c'est pour aller dans des zones qui sont plus rurales. Je vois mal des tiny posées sur des parkings, même si elles peuvent être mises sur des remorques et qu'elles sont mobiles. Je veux dire, dans le cas de quelqu'un qui a une vie vraiment nomade, pourquoi pas? C'est une grosse caravane en fait. Maintenant, pour quelqu'un qui veut s'installer à la campagne avec une tiny house, effectivement, c'est très cher. Je vous l'ai déjà dit plein de fois, dans des régions comme la mienne, on trouve des vraies maisons en pierre qui ont 100 ans ou 150 ans pour le prix d'une voiture. C'est-à-dire pour la moitié du prix d'une tiny. Pour 30 000, 40 000 €, vous pouvez trouver facilement des maisons dans des villages, par exemple, ou même des maisons individuelles. Et c'est une vraie maison. Alors, c'est vrai qu'il va y avoir des taxes foncières, etc. Mais de toute façon, en France, si vous vivez sur un terrain, il y aura du foncier à payer. Il y a peu de municipalités qui vont autoriser, notamment, il y a des problèmes avec les yourtes, avec les caravanes. Donc voilà. Ce qui fait qu'effectivement, en termes de prix, pour un tout petit truc, c'est cher finalement. C'est absolument pas économique. Et en plus, c'est en dehors du prix du terrain, qui reste toujours la partie la plus importante. Alors ça dépend aussi où vous achetez. Le coût d'un logement ne se résume pas seulement à ses murs, il englobe aussi l'accessibilité au transport, les commodités au quotidien, le niveau d'attractivité du quartier, etc. Vous devez donc probablement louer ou acheter un terrain, ce qui augmentera considérablement le prix de la tiny, surtout dans les grandes villes.
En IDF, par exemple, un terrain constructible, c'est entre 120 et 300 K. Alors, dans ma région, si vous avez 300 K, vous achetez un manoir avec un parc autour, avec des hectares de terre. Et je rigole pas. À partir de 300 000 euros, là, vous tapez dans les demeures, les maisons de maître, les manoirs et les petits châteaux. Certains diront que les tiny ne sont pas conçus pour les grandes villes, ce que je suis d'accord, que c'est un mode de vie mieux adapté aux campagnes où il est le plus facile de trouver des terrains. Soit, mais dans ce cas-là, vous devriez cependant, vous deviendrez, pardon, je suis pas bien réveillé, vous deviendrez dépendant de votre voiture pour le moindre achat ou besoin. Alors, de toute façon, quand on vit en campagne, comme moi par exemple, au milieu de la forêt, le premier village est à 6 bornes de chez moi, le premier supermarché est à 20 km. Donc oui, de toute façon, on est tributaire de nos moyens de locomotion, effectivement. Et ça, de toute façon, qu'on ait une tiny ou pas. Dès qu'on vit en campagne, un peu à l'écart, on a besoin d'un moyen de locomotion. Le bon équilibre, je trouve, pour ceux qui veulent s'installer en campagne sans avoir trop de frais de transport, c'est de vivre dans les villages. C'est de prendre des maisons de village. Et c'est une approche qui est intéressante parce que les maisons de village sont souvent moins chères. Elles ont des petits jardins des fois, mais pas tout le temps. Et vous pouvez acheter des terres juste à la sortie du village si vous avez besoin éventuellement de faire un verger ou un potager. Donc, du coup, c'est mieux financièrement de vivre dans un petit village. Vous avez les commerces à côté, vous pouvez faire beaucoup de choses à pied. Sur un village, il va y avoir plus facilement aussi du transport en commun. Donc, c'est le bon équilibre en fait. Après, sur un choix comme le mien de vivre au milieu de la forêt à l'écart dans une maison individuelle, forcément, on est tributaire d'un moyen de locomotion. Et non, je ne prendrai pas un vélo, je ne vais pas m'amuser à faire 3 heures de route en vélo avec des pentes et des côtes parce que c'est absolument pas plat chez moi, je suis en moyenne montagne. Et je ne vais pas passer 3 heures pour aller faire des courses. Même pas envisageable. Hop, je reviens sur le thread. Donc, autant dire que l'aspect écologique de ce projet sera difficile à défendre si vous devez dépenser 400 € d'essence chaque mois pour faire vos courses et mener votre vie quotidienne. Alors là, il faut nuancer, 400 €, ça fait beaucoup quand même. Ça fait beaucoup. Là aussi, quand normalement on s'installe à l'écart, on prévoit un modèle de vie qui va avec. L'idée, c'est pas de se foutre au milieu de la forêt pour ensuite faire 2 heures de route aller-retour chaque jour. C'est d'ailleurs le souci d'arriver à avoir un modèle de vie à la campagne très excentré. Il faut arriver à trouver des sources de revenus, donc un boulot. Et surtout, quel intérêt? Les zones rurales sont saturées de maisons inoccupées, c'est vrai, et de vieilles bâtisses à rénover, c'est vrai aussi, qui avec quelques travaux d'isolation seront tout aussi écolos qu'une tiny pour plus d'espace et une bien meilleure durabilité. Forcément, hein, les maisons qui restent, comme la mienne par exemple, c'est une maison qui a 200 ans. Les maisons de pierre qui sont encore debout actuellement, c'était les maisons de qualité à l'époque. Donc effectivement, il y a une meilleure durabilité. C'était les maisons qui étaient bien construites. Les autres, elles ont disparu ou elles ont été détruites. Et il vaut mieux isoler une maison en pierre, avec, de la laine de bois si, enfin voilà, plutôt que d'acheter une tiny. En tout cas, c'est mon avis aussi. Pareil pour les grandes villes où le problème n'est pas vraiment le manque de logement, mais le fait qu'une grosse partie est inoccupée aux mains de connards proprios. Je rentre pas dans le jugement de valeur là. La tiny est une mauvaise interprétation de ce que signifie la crise du logement. Le problème n'est pas qu'il n'y ait qu'il n'y ait plus assez de logements pour tout le monde, mais plutôt que ces logements sont mal répartis et peu accessibles. Ça va dépendre des zones et des villes. Je trouve que c'est un peu naïf et contre-productif de penser qu'on peut régler le problème en s'installant dans ce qui est globalement une caravane gentrifiée. Là, je suis d'accord. Mettre 100 K dans une tiny house, c'est de l'argent foutu en l'air, vraiment. Autant à 100 K, autant acheter une vraie maison avec des terres, hein. La solution liée au problème du logement, elle se fera en rénovant de vieilles bâtisses, en empêchant les proprios de gonfler leur loyer n'importe comment, en réfléchissant à des modes de construction plus durables, en augmentant le nombre de logements sociaux, etc. Ben, les modes de construction plus durables, la pierre, c'est pas mal quand même, hein. Alors, le moche, je suis d'accord. Alors, j'ai pas réagi. Je vais finir le thread et après je réagirai à tes commentaires parce qu'il y a des choses qui m'intéressent dans ce que tu dis. Euh, 100 K, un grand cabanon, ouais, c'est ça. Bah, dans le sud, c'est à peu près ce que vous avez, hein. Si vous allez acheter en Provence, vous allez acheter un cabanon pour 100 K, hein. Où j'en étais?
Les tiny houses ne sont qu'une réponse individuelle à un problème systémique. On pourrait d'ailleurs continuer longtemps sur leur non-viabilité, leur mauvaise isolation, l'impossibilité d'envisager une vie de couple ou de famille dans ce genre d'espace. Ça dépend. Il y a des gens qui sont capables de le faire. Le fait qu'elles ne font que perdre de la valeur en vieillissant, etc. Forcément, c'est du bois et c'est des trucs temporaires en fait. Je comprends complètement l'intérêt pour des modes de vie et de logement alternatifs plus écolos, mais vraiment là, la tiny ne nous sauvera pas. Alors je pense que c'est plutôt sur un mode de vie qui est nomade, la tiny house, pour pouvoir la déplacer. Comme une grosse caravane en fait. Parce que effectivement, le côté écolo, il est discutable. Un modèle plus viable serait par exemple l'habitat collectif, à savoir l'achat et la construction-rénovation de logements et ou de terrains par groupe de personnes plutôt que par un ménage. Vous avez des hameaux hein, qui sont toujours abandonnés et qui a moyen de racheter pour pas cher. Et c'est vrai que ça peut être des projets à plusieurs qui sont intéressants à monter. Maintenant, il y a des choses à discuter là-dessus. À la fois parce que l'aspect groupé de ce genre de projet réduit les coûts, bien plus rentable de construire un immeuble à plusieurs sur un terrain partagé qu'une maison individuelle, mais aussi l'espace et les matériaux, puisque collectivisés. En termes de construction écologique, il existe certaines méthodes de construction assez prometteuses, comme le 22-26 qui repose sur l'isolation 100% passive. En conclusion, les tiny houses, c'est mignon sur Pinterest, mais pas viable sur le long terme. Voilà. Rigole pas, Karine, que c'est un beau projet en fait. Hein. Quand vous avez des groupes d'amis, ça a été un peu mon cas. Tous les amis sont dans un rayon de 10 km parce qu'on est beaucoup de célibataires dans le groupe, sans enfants, et qu'on sait qu'on va vieillir. Et que c'est beaucoup plus simple si on se regroupe pour payer, par exemple, des infirmiers pour s'occuper de nous à plusieurs, plutôt que d'aller en EHPAD. Et donc de rester chez nous. Donc oui, on peut s'adapter un peu à tous les logements, ça dépend du modèle de vie qu'on choisit. Je suis assez d'accord sur le principe. Alors, les termes de construction écologique, les méthodes de construction, machin, je veux dire, la pierre et le bois, quoi. Ça fait des millénaires qu'on se sert de ça. Ok, la pierre, il faut un peu d'énergie pour la travailler parce que c'est pas un matériau qui est facile forcément à bosser. Mais le gros avantage, c'est que quand c'est bien construit, ça dure des siècles. Donc pierre et bois, je pense que c'est quand même des bons matériaux de construction en termes d'isolation. Le principe, c'est d'arriver à construire des maisons qui soient bien exposées, qu'on puisse effectivement rendre le plus passive possible. Mais la pierre, c'est le top, quoi. Ça a une grosse inertie. Si on l'isole par l'extérieur, en plus, c'est nickel, quoi. Voilà. Ensuite, se construire, faire des projets immobiliers à plusieurs. Il faut être bien sûr des personnes avec qui on le fait. Parce que le problème majeur qu'on a sur ce genre de projet, c'est l'humain. C'est pas un projet, c'est pas le problème financier ou d'organisation, c'est humain. Il faut vraiment être sûr que quand on monte des projets à plusieurs comme ça en collectivité, ça va tenir sur la durée. Parce que arriver à vivre collectivement pendant quelques années, moi j'ai vu beaucoup de colocs dans lesquels ça a fonctionné, mais il y a un moment donné où vivre tout le temps dans la collectivité, il faut des personnalités qui soient vraiment compatibles. Et c'est pas toujours le cas. Et le problème est souvent humain, en fait. Et du coup, quand on a des biens en commun, qu'on n'est pas en couple, etc., ou qu'on a monté des SCI, des choses comme ça peut devenir compliqué. C'est pas systématique, mais ça peut devenir compliqué. Et je rejoins sur ce que tu... Alors, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, le moche. Effectivement, si tu veux tendre vers de l'autonomie, la première chose, c'est avoir de la place. Parce que, à moins de chauffer tout à l'électrique, si notamment on chauffe au bois, il faut énormément de place. Ça prend beaucoup de volume, le bois. C'est pareil pour tous les matériaux, c'est pareil pour l'outillage. Si on a des terrains à entretenir, il faut de l'outillage de qualité. Parce que là, quand moi j'ai 7 hectares, par exemple, de forêt, quand je commence à abattre des arbres, je ne peux pas me permettre de me pointer avec une tronçonneuse électrique Macalister, quoi. Ma tronçonneuse, elle va faire deux arbres, et après j'en change. Donc on est obligé d'avoir des outils professionnels, en fait, au moins des entrées de gamme professionnelles ou des marques professionnelles, comme Stihl ou Husqvarna, parce qu'on s'en sert énormément. C'est pareil pour la débroussailleuse. Donc on a besoin effectivement de place de stockage, pas forcément de place de vie, d'habitation, mais en tout cas de la place de stockage. D'ailleurs, c'était un critère, quand j'ai cherché ma maison, je voulais beaucoup de dépendance. Je suis plus intéressé par les dépendances que par les lieux de vie. Parce que moi, tout seul, j'ai pas besoin de 200 mètres carrés pour vivre.
Je veux dire, une chambre, une cuisine, un salon, une salle de bain, ça me va, quoi. Sauf que, par contre, j'ai besoin de beaucoup de dépendance parce que pour l'atelier, pour faire la mécanique, pour stocker les outils, pour stocker le bois, ouais, test Parkside. J'en ai un du Parkside, je dis pas le contraire. C'est pas forcément mauvais, mais ça dépend de l'usage qu'on a d'un outil, quoi. Si vous avez un jardin de 200 mètres carrés et que vous faites juste un peu de pelouse et de la bordure, oui, un petit coupe-bordure ou une petite débroussailleuse Parkside, ça suffit. Un petit truc électrique, c'est bon. Quand je m'attaque à juste le terrain où je vais faire un verger, il doit faire 2000 mètres carrés. J'ai une prairie d'un hectare et demi. Non, je peux pas me le faire au coupe-bordure électrique, quoi, hein. On sort la Husqvarna thermique en 50 cm3 et on y va, quoi. Les massifs de ronces, c'est pareil, c'est à la lame qu'on rentre dedans, hein. C'est pas un petit fil qui va permettre de le couper, quoi. Ah, mais après, on peut faire de très bonnes affaires, hein, le moche. Ça, je suis tout à fait d'accord. Dans l'outillage, on peut, puis dans l'occasion aussi, hein, on n'est pas obligé d'acheter neuf, hein. Mais voilà, c'est au niveau de l'autonomie, en fait. Si on veut avoir un modèle de vie qui se rapproche d'une autonomie, le problème, c'est la place. La place et l'équipement. J'en avais déjà parlé, mais encore une fois, si vous allez voir l'archipel ou les chaînes comme ça, qui sont très intéressantes au demeurant, hein, il y a des solutions qui sont vraiment intéressantes en termes écolo ou en termes de vie en autonomie. Mais l'archipel, il n'y a pas de projet de pauvre, quoi. Faut être très clair. Parce que déjà, pour avoir un projet en autonomie, il faut le foncier, donc il faut acheter des terres. On ne va pas monter un système en permaculture sur des terres louées. Donc il faut acheter, il faut investir au niveau déjà du foncier. Donc il faut du pognon. Ensuite, pour tout l'entretien, il faut l'investissement dans les matériaux, dans l'outillage, etc. Et effectivement, comme dit Karine, il faut de l'outillage de qualité. Parce que sinon, vous allez en changer tous les ans, vu comme l'outillage est soumis à un usage intensif. Donc, les projets en autonomie, ce ne sont pas des projets de pauvres, ce sont des projets où il faut des budgets, quoi. Et en plus, selon l'endroit où on veut monter le budget, le foncier est encore plus cher, etc. Donc moi, c'est ce qui me gêne un peu dans les chaînes, un peu comme l'Archipel, qui montent de très beaux projets avec de très belles restaurations, je ne dis pas le contraire, mais quand on a 300 000 à 400 000 euros de projet. Là, c'est tout de suite différent. Dès qu'on a le pognon, on peut se permettre d'avoir 6 kilowatts de panneaux solaires avec des batteries, avec voilà. Mais quand on n'a pas beaucoup de sous, non, c'est pas possible. C'est juste pas possible. Alors, dans tous les cas, il faut se salir les mains et être débrouillard, ça c'est sûr. À partir du moment où on tend vers un mode de vie qui est beaucoup plus écolo, ça veut dire qu'on va faire beaucoup de choses soi-même. Mais d'un autre côté, faire beaucoup de choses soi-même, ça veut dire y passer du temps. Ça veut dire donc ce temps-là, on ne le passe pas à travailler, à rentrer du pognon. Donc il faut quand même un modèle économique. C'est la première chose. La première autonomie qu'on va chercher, c'est l'autonomie financière. Parce que c'est bien joli de se dire, oui, je vais cultiver mon potager pour avoir mes patates et mes carottes, mais c'est pas comme ça qu'on bouffe. Parce que l'hiver, on cultive que dalle. Dans des régions comme la mienne, où les hivers descendent à -8, -12, -13, la terre est complètement gelée, il n'y a rien qui pousse à ces moments-là. Donc c'est pas avec un potager de 200 mètres carrés qu'on va nourrir une famille. Et de toute façon, on ne peut pas tout produire selon l'endroit où on est, en fonction du climat, en fonction de la zone où on est, il n'y a pas tout qui pousse. Donc c'est pour ça que c'est des projets qui sont complexes et il faut quand même faire gaffe à ce type. Pour moi, c'est un peu de l'escroquerie, ces histoires-là. Voilà, voilà ce que j'avais à dire sur le sujet. Et la récup, bien sûr, la récup, bien évidemment. Aller faire des tours aux déchetteries, aller faire récupérer un maximum, parce qu'il y a beaucoup de gens qui jettent des trucs. Bien sûr, la récup, énormément. Beaucoup en sont revenus, je suis d'accord. En règle générale, Karine, le premier hiver, c'est déjà le premier barrage. Tous les néo-ruraux que j'ai vus s'installer dans le coin, et je suis pas ici depuis très longtemps, même si j'y viens depuis très longtemps. Mais il y a eu plein de néo-ruraux qui sont venus s'installer en pensant que ils avaient une image d'Épinal du coin. Déjà, le premier hiver, ça les calme. Et après, c'est sur la durée. Parce qu'autant on peut arriver à passer 1 an, 2 ans, 3 ans avec, en campant, par exemple, le temps de restaurer, de faire les travaux ou autre. Il faut être sûr d'avoir de l'eau chaude. Enfin, le confort de vie qu'on peut avoir des fois en ville,
selon le projet dans lequel on se lance, on l'a pas tout de suite. Et il faut être capable de supporter. Je veux dire, avoir une maison à 15 degrés, par exemple, il n'y a pas tout le monde qui apprécie, quoi. Donc c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui en sont revenus, les plus fragiles le premier hiver. Après le premier hiver, ils repartent en ville ou dans des régions, plus douces au niveau du climat. Et puis après, c'est sur la durée, arriver à tenir sur la durée. En règle générale, le premier barrage, c'est 5 ans quand même, hein. Un peu comme les couples. 5 ans, 7 ans, il y a des sortes de cap. Et voilà. L'autonomie parfaite en solitaire, c'est impossible. Je suis assez d'accord, le Zibou. La technologie moderne nous permet plus de le faire. C'est-à-dire que, bon, de toute façon, il y a des moments où on n'a pas le choix, il faut de l'aide. Il faut qu'on soit à plusieurs. Mais la technologie moderne permet quand même de faire beaucoup de choses seul, ne serait-ce qu'en ayant une mini-pelle. Avec une mini-pelle, déjà, tu as la puissance pour transporter des gros trucs, ou un tracteur, où là, il faut s'équiper, il faut mécaniser, en fait. Et compenser le fait qu'on est tout seul par de la mécanique. C'est ce que je fais en réalité, même si j'ai des amis dans le coin qui viennent me filer un coup de main pour des grosses tâches. Quand on abat les arbres, je le fais pas seul, par exemple. Déjà parce que c'est dangereux. Si je me mets un arbre sur la gueule, il y aura au moins quelqu'un qui va appeler les secours. Et ensuite, parce que voilà, à plusieurs, c'est toujours plus simple. Là, cette semaine, j'avais un ami qui est venu justement me filer un coup de main pour se changer les idées. Et moi, ça m'a vachement aidé, en fait. Parce que déplacer plusieurs stères de bois tout seul, je le fais, c'est pas le souci. Mais je mets le double ou le triple de temps, quoi. À deux, on gagne un temps fou. Ben, faire le manouche, le moche, oui. Après, c'est des choix de vie. Par exemple, moi, je suis quelqu'un qui a un mode de vie assez sobre au quotidien. J'achète assez peu de fringues, je dépense pas beaucoup d'argent, je jette pas l'argent en tout cas, j'ai pas de choses d'achat inutiles. Je vais avoir tendance à dépenser mon argent dans de l'investissement, de l'outillage, des machines, des choses comme ça. Mais après, ça dépend des personnalités et de ce qu'on a envie de vivre. Euh, Alors oui, Karine, effectivement, je vois ton problème quand tu étais avec une chaudière. Alors j'avais une chaudière fuel aussi quand je suis arrivé à la maison. Je l'ai enlevée, j'ai mis une chaudière électrique à la place et un cumulus pour l'eau chaude. J'aime pas l'idée du fuel. Et quand j'étais enfant, à Marseille, j'ai vu le déploiement de l'eau à la pression. Quand j'étais gamin, on avait encore le château d'eau avec les caisses à eau dans les appartements à Marseille. Et ma grand-mère, notamment parce que je vivais avec elle à l'époque du collège, n'avait pas ni de douche, ni de baignoire. On se lavait aux gants, au lavabo. Et, euh, et en fait, oui, on faisait chauffer l'eau. Alors, on avait un chauffe-eau à gaz, mais sinon, plein de fois, notamment en Corse, pareil, c'était très succinct comme manière de vivre, et on chauffait l'eau bah, sur le feu, quoi. Moi, tout petit, j'ai des souvenirs, tout petit, 5-6 ans, hein, où ma grand-mère ou mes parents me lavaient dans une lessiveuse, en fait, en fer-blanc. Donc on trouve toujours des solutions. Une gazinière bois, c'est pas mal comme. Si c'est une gazinière, elle était pas au bois, elle était au gaz. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. Mais j'ai plein d'amis j'ai plein d'amis qui ont des poêles à bois de cuisine en fait. Ça te permet de chauffer la maison et en ayant l'énergie pour cuisiner au moment où tu en as besoin. C'est ça qui est cool. Le problème, c'est l'hiver. C'est l'été, pardon. Le problème des cuisinières au bois, c'est l'été parce que tu vas pas allumer un feu quand il fait 40 degrés, quoi. Ouais, voilà le moche. On pouvait faire effectivement chauffer l'eau sur le gaz ou sur la cuisinière. Tout à fait. C'est quand même plus pratique qu'un cumulus, hein. Ah, mais c'est ça qui est bien, le plat qui mijote dans un coin, qui va mijoter 8 heures, qui est super bon parce qu'il va cuire doucement. C'est ça qui est bon, Karine. Moi, c'est des souvenirs. Si j'avais eu des gamins, je leur aurais reconstruit des souvenirs comme j'ai eu quand j'étais gosse, moi.
Quand on partait dans le Cantal avec mes parents en plein hiver, avec 1,50 m de neige sur le plateau, on était chez des amis qui avaient une maison en face d'une ferme. Et je me souviens que on traversait la route le matin en bottes et en pyjama et robe de chambre avec notre bol. Il y avait directement le chocolat et les sucres dedans, le bol, enfin le chocolat en poudre. Et on allait à la ferme directement à l'étable. Et le paysan, il nous remplissait le bol de lait directement au pied de la vache, en fait. Il n'était même pas pasteurisé, le lait. Et on déjeunait comme ça. Et moi, j'adore le lait cru, j'adore ça. Mais quel souvenir de comme ça, gamin, quand on marchait dans la neige avec notre bol. On faisait 20 mètres, hein. On n'était pas Cosette, hein, faut pas croire ça, hein. Mais c'est des souvenirs impérissables, ça. Ouais, moi aussi, hein, Primaël, je prends pas des douches tous les jours, hein. Il y a des périodes où je me lave aux gants, quoi. Notamment l'hiver, si je fais pas grand-chose dans la journée, je vais me laver aux gants, je vais pas forcément prendre une douche, quoi. En vrai, le moche, on n'a même pas l'eau potable, hein, je parle vraiment de l'eau potable, 10 litres, c'est largos pour un mode de vie comme le mien en étant seul. Parce qu'en fait, je ne les consomme pas, les 10 litres par jour en eau potable. Et, le gros de la consommation d'eau, ça va être effectivement les douches, les trucs comme ça, les sanitaires et les machines à laver, ce genre de choses. L'eau potable en elle-même, c'est juste l'eau qu'on boit ou qu'on utilise pour cuisiner. Donc, oui, Karine, hein, quand on est seul, des fois, on est un peu négligent sur notre hygiène corporelle, je confirme. Voilà, voilà. Bon, c'était, vous voyez, à partir d'un petit sujet tout bête, il y a beaucoup de choses à dire. Surtout qu'il y a beaucoup d'effets de mode. Et moi, ce qui me gêne dans le discours, notamment de la vie en autonomie ou autre, encore une fois, c'est d'essayer de faire croire à des gens qu'avec très peu d'argent, on peut arriver à avoir une vie de rêve. Non. On peut arriver à s'en sortir avec peu d'argent, hein, c'est pas ce que je dis, c'est possible. Mais les efforts et les sacrifices sont énormes. Et voilà. Donc c'est toujours pareil, hein, je vais reprendre la citation de Coluche, hein, tout le monde est égaux, certains plus que d'autres, et il y en a pour certains, ça va être encore plus dur, quoi. Donc oui, se lancer dans l'autonomie avec plusieurs centaines de milliers d'euros de budget, c'est beaucoup plus facile que quand on a 15 000, quoi. Donc il ne faut pas faire passer des vessies pour des lanternes. Par contre, effectivement, il y a moyen, encore une fois, de racheter des villages, des hameaux abandonnés ou des maisons abandonnées, de les retaper. Si quelqu'un a envie de se retrousser les manches et un peu compétent dans le domaine ou a envie d'apprendre, que ce soit la maçonnerie, enfin, la charpentier, la menuiserie, etc., etc., tout s'apprend. On peut très bien acquérir les compétences pour pouvoir retaper une baraque soi-même. C'est juste que ça va être long. Et puis de toute façon, le prix des matériaux est incompressible, hein. Et à un moment donné, il faudra les acheter. Bon, ben oui, il faut revoir. Alors ça dépend des situations, bien sûr, le moche. Il faut revoir son confort à la baisse en fonction du budget et de ce qu'on a envie de faire. Maintenant, moi, mon confort actuellement, il a pas baissé par rapport à ma période de vie urbaine. Il y a juste que j'ai un peu plus de trajet à faire pour aller faire les courses. Mais bien au contraire, ma qualité de vie, en fait, a énormément augmenté. Énormément. Et la vie me coûte beaucoup moins cher qu'avant. L'inconvénient, encore une fois, c'est d'être à l'écart. C'est tout. Mais on en parlait avec le copain, par exemple, il me disait que en Isère, eux, actuellement, ils se font envahir par les punaises, parce qu'il y en a beaucoup. Moi, en forêt, je n'ai pas vu jusqu'à présent d'espèces invasives. Parce que la forêt s'autorégule, elle a plein de prédateurs et on a très peu de moustiques, on a très peu de punaises, on a voilà. Parce qu'ils se font boulotter, quoi. Moi, je suis un passionné de la forêt, j'adore ça, vraiment, hein. Mais qu'est-ce que ça protège? Ça protège des intempéries, ça protège du vent, ça protège de plein de choses. Il faut les préserver, nos forêts. Bon, allez, change de sujet. On va rentrer un peu plus sur de la politique, n'est-ce pas?
va rentrer un petit peu plus sur de la politique. Et avant ça, ouais, le zibou, on en a quelques-uns des frelons asiatiques, mais pour l'instant, ils n'ont pas gagné la guerre. On a beaucoup de frelons européens, en fait, dans le coin. Et pour l'instant, dans la forêt, ils n'ont pas gagné la guerre. Pour l'instant, c'est toujours chez nous, en tout cas, c'est toujours les frelons européens qui sont majoritaires, on va dire. Mais c'est en train, doucement, doucement, ça change. Et puis, comme il y a beaucoup d'apiculteurs aussi dans le coin, on a pas mal de ruches. Il y a plein de gens qui les piègent, les frelons asiatiques. Il y a des affiches aux mairies, etc., pour fabriquer des pièges faciles et essayer de limiter leur prolifération. Bon, allez, changement de sujet. Raté, c'est pas le bon bouton. POC. Alors, gros coup de gueule ce matin du docteur Jérôme Barrière. Il dit hier, la France a appris le décès tragique de Michel Blanc, acteur très apprécié, effectivement. Il était connu et je fais juste une parenthèse parce que je lis la remarque d'Aprimaël. Oui, effectivement, toutes les eaux de cuisson, tu peux les balancer dans le jardin. Moi, je les mets dans l'évier parce que comme il n'y a pas de traitement des eaux sur les eaux grises à la maison, l'évier sort directement dans le ruisseau et va dans le champ en face. Donc du coup, ça revient au même. Bref, donc je reprends ça. Après la stupeur et le partage de plusieurs extraits de ces films vers la fin de la matinée, nous avons appris qu'il était décédé suite à un choc anaphylactique après l'injection d'un produit de contraste. Voici les captures d'écran de BFM, Ouest France, Telegram, et parmi beaucoup d'autres. Aucun doute possible, pas d'utilisation du conditionnel. Ils ont fait leur job, regrouper des informations avec 2 sources indépendantes forcément. Alors en lisant ça, suite à la peine du décès d'un acteur que j'appréciais beaucoup, stupéfait, je cherche la probabilité de mourir suite à l'injection d'un produit de contraste iodé. Rarissime, moins de 20 décès par an, tous les 160 000 examens. Un tous les 160 000 examens, de manière prévisible. Mais aucune donnée récente, les dernières trouvées et citées encore aujourd'hui datent de 1996. Alors je donne juste cette info en partageant le lien de BFM TV. Michel Blanc est mort d'un malaise cardiaque après une réaction anaphylactique à un produit de contraste d'un scanner. Incroyable, rarissime. Je ne trouve, voilà, etc. Alors, sans savoir pourquoi, comme très souvent, le tweet prend de l'ampleur. Avant que je supprime hier ce tweet, avant de me coucher, il avait été vu plus de 400 000 fois. Mais pourquoi l'avoir supprimé? Eh bien, tout simplement parce que manifestement, l'information était fausse. Accrochez-vous. Marianne Lemag, repris ensuite par Pure People, oui, c'est un truc de fou, révèle en fait les propos anonymes d'un médecin de la PHP, horrifié de voir la propagation fulgurante d'une fausse nouvelle. Michel Blanc serait mort en fait d'un choc anaphylactique suite à la prise d'un antibiotique le matin, et il n'aurait pas du tout passer de scanner, mais une échographie, qui ne nécessite aucun produit de contraste. Incroyable. Les radiologues en PLS toute la journée, en imaginant les conséquences pour leur quotidien, après avoir été interviewés toute la journée et après avoir même été insultés, bien sûr. Ouais, c'est un scandale, ou encore, c'est la faute au vaccin. Seraient lavés de tout soupçon. Remarquez ici qu'on utilise pour la première fois le conditionnel. Donc, source médicale au sein de la PHP a partagé à elle beaucoup de choses. Fausses circulent sur la mort de Michel Blanc. Son décès n'est pas une mort suspecte. Jeudi matin, sur prescription médicale, le membre emblématique de la troupe du Splendide aurait pris un antibiotique courant en cas de suspicion d'infection rénale. Après son arrivée au cabinet de radiologie, celui-ci se serait plaint de douleurs dans la gorge qui lui grattait. Et qu'est devenu donc le site de partage de BFM TV? Ah bah accrochez-vous, ils ont mis à jour le site, pépère, sans rien dire, évidemment, de leur connerie du matin. Et là, bizarrement, hier, 17h47, c'était beaucoup moins clair.
Ça ne les empêche toujours pas de partager la fausse information sur les produits de contraste, mais au miracle, ils utilisent enfin le conditionnel, selon nos informations. Ben, selon leurs informations, c'est toujours bidon. Alors d'où vient cette rumeur? C'est dans le Parisien, pas clean non plus dans l'histoire, très décevant d'ailleurs, qu'on lit la probable origine de la fausse information. C'est Gérard Jugnot, probablement interviewé à la volée et sous le choc, qui lui commence bien par « Je crois qu'on m'a dit » et qui s'est ensuite transformé par Michel Blanc et Morpart. Bon, et alors, eh ben, on aurait pu éviter d'inquiéter des millions de Français en partageant sans vérification double et indépendante avec plus de temps qui passeront des scanners ou des IRM, plutôt communiquer plus tard sur les risques des allergies et des antibiotiques en rappelant les risques de l'automédication, par exemple. 3. On ne sait rien du décès tragique de Michel Blanc à 7 heures, car il a très bien pu mourir d'un choc septique sur une pyélonéphrite obstructive, par exemple. Donc pourquoi certains journalistes ont-ils utilisé le passé composé, non le conditionnel? 4. Aurait-on le choix, aurait-on le droit aux excuses de certains journalistes? Rien n'est moins sûr. Mais il semblait important de vous livrer tout en toute indépendance et transparence mes réflexions, voilà, etc. Voilà, voilà. Donc c'est un cas qui est assez intéressant, effectivement. Ce qui est gênant, c'est que nos députés ont passé des lois pour officialiser certaines officines qui sont censées être du fact-checking, et bien évidemment, ces officines sont principalement les journalistes des grands médias. Donc, si les grands médias eux-mêmes ne font pas le boulot, du coup, le fact-checking, ben, ça devient de la merde. Voilà. Et oui, ça va encore engraisser les théories du complot, etc. Mais en ce moment, c'est les francs-maçons qui sont responsables de tout. Systématiquement. C'est assez rigolo, c'est les francs-maçons. Après, moi que je dis toujours, hein, je préfère avoir un franc-maçon qu'un hypocrite. Hein. Bon, Agence France-Presse. Continuons sur la politique. Bien sûr, Karine, mais bien évidemment, on parle toujours, les personnes de lambda, on n'en parle jamais. Il faut voir quand même qu'on a 650 000 morts par an en France. Donc par jour, ça fait un paquet de décès. Et on ne peut pas parler de tout le monde, bien évidemment. Il parle uniquement des gens qui sont connus, et voilà. Après, Michel Blanc, je suis vraiment désolé pour lui et sa famille, mais il avait 90 ans, quoi. Donc bon, les acteurs qu'on perd, les comédiens, etc., ils sont vieux, principalement. Ils sont vieux. Souvenez, vous avez peut-être vu la vidéo d'Astronogeek, justement, qu'il a postée la semaine dernière. 72 ans il avait, d'accord, mais c'est pareil, c'est vieux. Je suis désolé, à partir de 70 ans, les chances de mourir sont beaucoup plus importantes qu'à 20, quoi. Et donc, la vidéo d'Astronogeek de la semaine dernière était intéressante sur le sujet. C'est vrai que la télévision, c'est un vieux média, donc on a beaucoup on a beaucoup finalement d'anciens comédiens, musiciens, des acteurs qui sont déjà morts. Donc on est habitué finalement, parce que c'est un vieux média. Sur YouTube, qui est un média très, très récent et qui est surtout utilisé par des jeunes, il y en a beaucoup moins. Et c'est souvent plus un choc parce que ben, les youtubeurs sont beaucoup plus jeunes en fait. Ah, j'avais pas vu ça, Primaël. Mais ouais, les francs-maçons, c'est toujours une source de fantasmes énorme, quoi. Bon, allez, rentrons dans la politique plus concrète. La Cour des comptes, chargée d'identifier des pistes d'économie pour ramener le déficit public dans les clous européens, suggère une suppression progressive de 100 000 postes dans les collectivités locales, qui emploient environ 2 millions d'agents publics. Dépêche de l'AFP. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Déjà, je vais me faire détester par les fonctionnaires de la territoriale. Si ce nettoyage, je dirais, est fait intelligemment, ça peut être quelque chose de positif, vu la quantité de branquignoles et de charlots que j'ai vus dans les équipes municipales, dans la territoriale. Je suis désolé, il y a plein de gens qui font leur boulot bien, heureusement, qui sont là, mais il y a toujours un branleur quelque part
J'en ai croisé beaucoup, notamment des gars dans les services techniques qui faisaient la sieste dans la bagnole tous les jours dans l'après-midi. On a même eu une commune où un des mecs du service technique, qui en plus de faire la sieste l'après-midi dans la bagnole, rentrait dans l'école le week-end, parce que quand il n'y avait personne, utilisait l'ordinateur du directeur de l'école pour aller consulter les sites porno, par exemple. Donc, moi, ce genre de personnes-là, j'en ai croisé vraiment beaucoup. Mais il y en a encore, j'en ai encore croisé récemment dans les mairies autour de moi, autour de chez moi. Le problème, c'est qu'avec l'immunité d'emploi des fonctionnaires, on ne peut pas dégager ce genre de personnes. Donc, si effectivement ils changent le statut et qu'ils giclent les branleurs qu'il y a dans la fonction publique, peut-être que ça fera déjà du bien au budget et que ça marchera un petit peu mieux, ça coûtera un peu moins cher, surtout pour rien. Dans n'importe quelle entreprise, et c'est cohérent, quand il y a quelqu'un qui fait nimp, on le vire. Pourquoi la fonction publique est obligée de les garder? C'est ma position. Maintenant, notre service public est exsangue et à genoux, donc il va falloir quand même faire gaffe à quel type de poste ils vont supprimer. Et bien évidemment, c'est toujours, ils font ça à la hache en tapant dans les budgets, donc c'est systématiquement des pans entiers de fonctionnaires qui disparaissent et le service public qui ne fonctionne plus. Surtout avec un gouvernement très à droite comme on a actuellement. Organisation secrète. Ah ouais, je ne veux pas rentrer dans la discussion des francs-maçons. un jour, si vous voulez, on fera une matinée sur le sujet. Mais effectivement, les loges ne sont pas secrètes. Et bon. Alors, par rapport à notre gouvernement, je vais laisser la parole à des professionnels. Je vais laisser donc la parole à un professionnel que j'adore, Pierre-Emmanuel Barré, puisque maintenant on peut le retrouver sur Radio Nova. Ça fait tellement plaisir de les revoir. Écoutons ce qu'il a à nous dire. Merci. Alors, merci beaucoup. Alors, ce n'est pas une chronique. Cette semaine, c'est un erratum. J'ai fait une petite boulette dans mes interventions précédentes sur la période de 2012-2024. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, j'espère que non, parce que ça voudrait dire que vous avez une vie vraiment très chiante. Mais en 2012, j'avais dit, le bon côté de Manuel Valls, ministre de l'Intérieur, c'est qu'on n'aura jamais plus nul. Après, en 2018, il y avait eu Castaner, et j'avais dit, le bon côté, c'est qu'on n'aura jamais plus violent. Après, en 2020, c'était Darmanin, et j'avais dit, le bon côté, c'est qu'on n'aura jamais plus facho. Ben, je me suis trompé 3 fois. Parce que là, avec Bruno Retailleau, Macron et Barnier, ils ont réussi à trouver pire que les 3 autres. Je sais pas si on doit se servir de nos mains pour applaudir l'exploit ou pour leur mettre des grosses tartes dans la gueule. J'ai une légère préférence, mais la sanction, c'est 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Je me demande si je vais pas lancer une petite cagnotte litchi. En fait, les ministres de l'Intérieur, c'est l'inverse de ChatGPT, c'est de moins en moins évolué. Pour choisir qui va y aller, tous les candidats tirent à la courte paille et celui qui mange sa paille en faisant « c'est bon !» il va place Beauvau. Retailleau, par exemple, il veut plus de sécurité, plus de police, plus de prison, mais moins de fonctionnaires. Ça ne marche pas, Bruno. Rien que ça devrait vous mettre la puce à l'oreille. Il n'est pas complètement fini, Bruno. C'est le fils caché de Christine Boutin et Didier Lallemand, mais où Didier, ce serait carrément le frère à Christine, quoi. Retailleau, il est mi-homme, et c'est tout, il n'y a pas l'autre moitié. Non, franchement, je sais pas où ils l'ont trouvé. Enfin, si, j'imagine. Il devait être en train de faire une petite ratonnade à Neuilly. Et Barnier, il a dit « Mais arrêtez, c'est la ministre de la Culture !» Retailleau, il a dit « La ministre de quoi ?» Et Barnier, il a fait « Bravo, vous êtes engagé. » Bruno, il se réclame d'une droite qui s'assume. Alors, la droite qui s'assume en politique, c'est l'équivalent de la fille qui dit « Moi, je suis comme ça, c'est mon caractère, on me changera pas, je suis nature puncher. » En sociologie, on appelle ça une connasse. Alors, vous allez me dire, c'est misogyne? Non. C'est la droite qui s'assume. Pour les chanceux qui ne le connaissent pas, je vous ai fait un petit résumé des idées de Bruno. Alors, si on peut appeler ça des idées, parce que moi, quand je chie par terre en bivouac, je m'écris pas « Oh, la belle trouvaille !» Allez, c'est parti, soyez forts, ça va piquer. Bruno Retailleau, il veut revenir à la semaine de 39 heures. Il a soutenu le recul de l'âge de départ à la retraite. Il est contre la hausse du SMIC. Il est contre la hausse des impôts pour les plus riches. Il veut abaisser la majorité pénale à 16 ans. Il s'est opposé à l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Il s'est opposé au mariage pour tous. Et au Sénat, il a voté contre le projet de loi visant à interdire les thérapies de conversion. Ça va ?
Personne n'a vomi encore? Vous voulez prendre une pause? Niquez-vous, il n'y a pas de pause. Bruno, il n'aime pas les pauses, il n'aime pas les assister. On continue. En 2022, après l'affaire Lola, il a proposé l'instauration d'un délit de non-assistance à Français en danger. Pendant les émeutes consécutives à la mort de Naël, il a déclaré « Malheureusement, pour les deuxième et troisième générations, il y a comme une sorte de régression vers les origines ethniques. » Il veut pénaliser les donateurs des associations animalistes qui relaient des images de maltraitance filmées en caméra cachée. Il est favorable aux techniques de chasse traditionnelles et à l'élevage intensif. Il est contre l'interdiction de la corrida, des combats de coqs et de la chasse à la glu. Beau bilan. Beau bilan, Bruno. Alors j'avoue que j'ai été surpris de trouver toutes ces infos sur Wikipédia. Pendant un moment, je me suis dit, j'ai dû glisser sur le Darknet par erreur. Il y a un type qui m'aurait proposé 500 grammes de fentanyl ou de participer à un gangbang avec un poney. J'aurais pas été plus surpris que ça. J'aurais juste fait, je sais pas, ça dépend quelle race le poney, Shetland, Connemara. Bon. Enfin, franchement, si vous avez des gosses, ajoutez retaillot dans les mots-clés du filtre parental, parce que c'est bien joli d'éviter de les traumatiser avec du porno, mais si c'est pour qu'ils tombent sur un discours de Bruno et qu'ils deviennent torero, merci bien. Après, le passé, c'est le passé, les gens évoluent, ils ont le droit de changer. Regardez Bruno, en 2022, il disait « La droite n'est pas soluble dans le macronisme ». Et 2 ans plus tard, il est ministre sous Macron. Ça, c'est le bon côté. Quand t'es allé dans une école privée et que t'as été assidu au catéchisme, t'apprends tôt à baisser ton froc. Dans son discours d'investiture à Beauvau, Bruno Retailleau, il a dit « Les Français veulent plus d'ordre !» Alors après, les Français, ils ont fait « Oui, mais on veut bien aussi des médecins, des profs, des salaires décents, des logements plus grands. » Bruno, il a dit « Et de l'ordre !» D'accord, mais aussi une justice réactive, des transports publics efficaces, des plages en crèche. Et de l'ordre! Oui, mais aussi du temps pour la vie de famille, des loisirs gratuits. Et de l'ordre! Mais en fait, il est complètement con, c'est ça le problème. Et de l'ordre! Allez, je mets 50 € dans ma cagnotte Litchi, ça vaut le coup. Merci de m'avoir écouté. Merci. Voilà. Je pense que je peux rien dire de mieux que Emmanuel Barré, n'est-ce pas? Il peut chanter, ouais, les coqs, ouais, c'est ça. Je sais pas s'il y a encore des combats de coqs en France, parce qu'il me semble que c'est interdit d'ailleurs, hein, les combats d'animaux. Mais apparemment, notre ministre, il est pour. Bon, donc effectivement, vous avez vu que notre Premier ministre, il a annoncé les hausses d'impôts pour les plus riches, pour les entreprises, qui dégagent beaucoup de bénéfices, tout ça. Bon, en vrai, on va se faire défoncer. Mais, pardon. Pardon, je me suis trompé de bouton. Merci Karine. Je me suis trompé de bouton. Voilà. Donc, oui, donc on va se faire défoncer là, hein, par tout ce qu'ils vont faire. On attend le budget, mais on va se faire éclater, je pense. Et il y a des choses qui s'améliorent pas plus, n'est-ce pas? Et là, je vais vous lire du Ruffin. N'oubliez pas, hein, notre gouvernement nous annonce depuis maintenant des années, particulièrement notre président, qu'il veut réindustrialiser la France. Hein. Il ne faut pas oublier ça, ça fait des années qu'ils le disent. Depuis le Covid, on va réindustrialiser la France. Oui. Donc, 300 millions de chiffre d'affaires, une année record. Même pas besoin de plan de relance, des recrutements à venir, un carnet de commandes rempli. Chez Watt, usine de pompe à chaleur dans la Somme, tout allait bien. Et puis mardi 2 octobre, la direction annonçait aux 98 salariés et aux 25 intérimaires la fermeture du site pour début 2025. La production sera délocalisée en Bulgarie. Le SMIC est à 477 € à 2500 km de là pour des pompes à chaleur destinées au marché français. Nous n'avons pas d'inquiétude sur les 2 années à venir, déclarait pourtant le directeur de l'usine d'Auvilliers-Houville. Présenté comme un modèle dans le coin, la direction demandait même aux ouvriers de travailler le samedi, laissant un carnet de commandes bien rempli. Watt produit pourtant des pompes à chaleur, un produit d'avenir écologique dont l'acquisition est subventionnée, dont l'installation est même quasi obligatoire dans les constructions neuves. C'est un drame pour les ouvriers, pour leurs familles qui auront fait des heures supplémentaires pour faciliter la délocalisation. Un drame aussi pour la Picardie maritime qui perd un de ses fleurons. Un drame pour M. Porquet, l'ancien patron, créateur de l'usine, 103 ans aujourd'hui, qui va assister à la fermeture du site qu'il a vendu à Watt contre la promesse, l'engagement, de le conserver ici. Un drame pour notre pays qui perd un savoir-faire, un produit nécessaire, que le gouvernement prétend réindustrialiser, quand en réalité les délocalisations se poursuivent.
qui prétend que l'Europe a changé alors que l'histoire se répète depuis 40 ans. Je demande au ministre de l'économie, Antoine Armand, de tout faire pour empêcher cette fermeture, à ce que plus aucune pompe à chaleur produite hors de France ne soit plus subventionnée. Voilà. Effectivement, vive l'Europe actuelle, je suis entièrement d'accord, mais surtout, vive nos politiques, qui continuent toujours dans le même délire, parce que, en gros, ce qu'a dit notre président en disant qu'il allait réindustrialiser la France, c'était de la flûte. C'était vraiment de la flûte. Non seulement, il n'y a rien qui est fait dans ce délire-là, c'est con, ils réindustrialisent même pas au niveau militaire. Donc, voilà, et on perd encore effectivement nos compétences et nos compétences industrielles, et on augmente le chômage. Parfait. Parfait. Donc, je trouve que l'idée de François Ruffin est pas mauvaise, c'est-à-dire que, ok, on subventionne les pompes à chaleur et autres, mais uniquement celles qui sont fabriquées en France. Donc, parce que les autres, tout ce qu'on importe, il n'y a aucune raison de subventionner. Il serait peut-être temps d'arrêter de financer le reste du monde. Mais bon, nos connards de politique qu'on a depuis des années maintenant, de toute façon, ils s'en foutent de notre pays. Tout ce qu'ils veulent, eux, c'est engraisser leurs potes, garder leur pouvoir, et c'est toujours les mêmes tranches sociales qui sont concernées par les bénéfices et par les pertes. Et donc voilà. Justement, quant à nos politiques de gauche, Ruffin est un des rares encore à être dans la lutte des classes, puisque cette lutte existe toujours. Et alors que les autres sont sur complètement d'autres croisades. Ah ouais, pas mal le moche, effectivement, ouais. Ah ouais, c'est pas mal ça comme façon. Le gars, il te vire parce qu'il a du mal à te payer et derrière, il réinvestit sur de l'outillage. Et ouais, le chômage te paiera, c'est sûr. L'État prendra en charge, quoi. Et après, il va pleurer d'avoir trop de charges patronales, justement, et d'en payer trop. Alors ah oui, tu as raison, Karine. Il va déduire les... salut, chat noir. Non, non, on n'est pas à la fin encore. Il nous reste 40 minutes au moins. Oui, oui, effectivement, il déduit l'investissement, mais enfin bon. Dire que tout va bien parce que l'État prendra la suite, prendra le relais, et ensuite, tous les patrons que je connais, ils pleurent tous sur les charges, hein, donc sur les cotisations patronales. Bon alors, pendant que Ruffin se bat pour essayer de sauver les emplois et les ouvriers dans son département et dans sa région, on a la France insoumise à l'échelle nationale qui nous parle, devinez de quoi? Oui, vous avez raison, de Gaza. Mathilde Panot, Netanyahou n'a pas à s'adresser comme cela au président de la République française. Mais tu es qui pour essayer d'expliquer à un dirigeant comment il doit s'adresser à un dirigeant? Cette impunité face au premier génocide filmé en direct de l'histoire n'a que trop duré. La parole de la France serait respectée si Emmanuel Macron passait des paroles aux actes pour faire cesser le feu en Palestine et au Liban. La France n'est pas le gendarme du monde. Et on va imposer comment à Israël? En admettant que notre gouvernement décide effectivement d'imposer ça. Comment il va le faire? Avec notre porte-avions? Avec nos 100 chars militaires? Avec nos 380 000 hommes dans l'armée de terre? Je rappelle juste une chose. L'armée américaine actuellement a 3 flottes aux alentours du Moyen-Orient. 3 porte-avions, plus leurs escortes. C'est-à-dire qu'un seul porte-avions américain, c'est l'intégralité des chasseurs français. C'est ça le rapport de force qu'il y a militaire. Et si on n'a pas d'armée conventionnelle qui est suffisamment puissante, en géopolitique et sur le marché international, on ne fait rien.
Mathilde Panot, magnifique. Et puis quand même, le maître du maître. Mélenchon appelle à mettre des drapeaux palestiniens partout dans les universités à partir du 8 octobre. Merci la France Insoumise. Merci la France Insoumise d'avoir encore un discours communautariste et de favoriser systématiquement l'islamisme. On a actuellement un des plus gros partis de gauche qui passe sa vie à essayer de créer du chaos dans le pays, de la dissension dans le pays, à s'occuper de politique internationale au lieu de s'occuper des pauvres de notre pays. C'est quand même assez dingue. Alors, par rapport à Méluche, vous savez que j'aime bien cette page. Association des femmes Azadi, ce sont des Iraniennes, qui lui répond tranquillement. L'importation excessive du conflit pour communautariser, semer le chaos et propager l'antisémitisme, il était à deux doigts de le faire. Le 7-10 se pourrit. Vous vous souvenez, il y a un an de ça, je disais dès le début, il ne faut pas ramener ce conflit chez nous. Nous ne sommes pas concernés. Ce n'est pas notre guerre. Nous n'avons pas à nous mêler de ça. Et effectivement, je suis d'accord avec ce qu'elle dit. La France insoumise n'a eu de cesse d'essayer de ramener le conflit. Donc forcément, ça crée du bordel. Ça scinde le peuple. Ce même Mélenchon qui a nié à la souffrance des Ouïghours, qui a défendu bec et ongle Assad, qui a tenu des positions plus que problématiques sur Poutine, qui soutient Maduro, qui monte au créneau pour défendre le Hezbollah et les Mollahs dès qu'ils sont visés, qui fricote avec les islamistes de France et les assauts pro-Hamas, aurait subitement trouvé la définition de l'humanisme. Cet homme et ses soldats sont un véritable danger pour notre pays. Quand on sait qu'il est loin devant dans les sondages chez les jeunes, c'est effrayant. Voilà. Je suis assez d'accord avec ce que dit la page, l'association des femmes Azadi. Je suis assez d'accord, vous le savez, je le dis depuis longtemps, qu'il ne faut surtout pas ouvrir la porte justement à ces extrêmes. Nous sommes un pays laïque, nous sommes le seul du monde à l'être comme ça, à avoir cette forme de laïcité. C'est une richesse énorme pour tout le monde. C'est ce qui permet justement à toutes les religions d'arriver à cohabiter, d'avoir des espaces neutres où on est considéré comme des citoyens français avant d'être considérés comme des chrétiens, des musulmans ou des juifs. Moi, je pense que c'est quelque chose de sacré, qu'il faut le garder. Notre exception, elle est bien parce que justement, cette laïcité, normalement, permet d'apaiser les relations entre les différentes communautés, puisqu'il y a des espaces neutres. Ensuite, quand on regarde l'histoire, que ce soit en Iran, en Afghanistan, pour ne citer que ces deux-là, la gauche historique, politique de ces pays-là ont aidé les islamistes à prendre le pouvoir et ensuite ils se sont fait jeter du haut des toits. Bon. La LFI a une politique maintenant, et de toute façon ils l'ont avoué, donc c'est même plus un secret de polichinelle, qui est extrêmement communautaire. Ils cherchent à récupérer tout l'électorat des cités, notamment musulmans, qui votaient assez peu, forcément, puisque de toute façon l'islam est une religion politique, beaucoup plus que les autres. Et du coup, forcément, si on veut récupérer cet électorat-là, le discours qu'on va avoir, il va être contre la République. C'est mon avis. Alors, je vous montre un autre truc. Cette page de Cobra Effect, c'est une page qui est quand même très orientée. Je ne le cache pas. Mais il y a des choses intéressantes des fois dessus. Et notamment, parmi certains sondages, sans surprise, globalement, c'est par rapport à l'antisémitisme. Bien évidemment, je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo, de la rediffusion sur YouTube. Mais sans surprise, ce sont les milieux musulmans qui sont les plus antisémites. Suivis de près par les chrétiens. Et en fait, l'autre truc, c'est que sur le plan politique, je vais vous trouver le graphe. On a deux partis politiques qui se démarquent en termes de... Merde, il est où le graphe?
qui se démarque en termes d'antisémitisme, c'est le RN, forcément, et LFI. Ah ben tiens, c'est là. Donc, j'ai pas un meilleur truc. Donc voilà, si on regarde plus dans le détail le graphe. Alors ce qui me gêne dans ces graphes-là, c'est que j'ai pas les sources des informations. Donc on va le prendre avec beaucoup de pincettes. Mais je ne serais pas étonné. Je ne serais pas étonné. Parce que, encore une fois, dans le militantisme, il y a ceux qui savent faire la part des choses et qui ont la nuance, et notamment chez les dirigeants, et puis il y a les bourrins. Et quand on dit ah, on est contre Israël, du coup, ils sont contre les juifs. Voilà. Donc, effectivement, quand on regarde pas mal de sondages, les deux partis qui sont les plus antisémites, ce sont les deux extrêmes. C'est étonnant. LFI et RN. En sachant que selon les questions, c'est l'un ou l'autre qui prend le dessus. Bon, le RN, il n'y a aucune surprise. Moi, voilà, c'est cohérent par rapport à leur ligne politique depuis le début. LFI, ça me fait vraiment chier. Voilà, voilà. Qu'est-ce que j'avais encore? Je sais pas, je crois que j'ai... Ben ouais, en fait, que ce soit le RN ou LFI, ils apportent systématiquement des solutions qui sont simplistes à des problèmes qui sont complexes. Donc du coup, quand on regarde derrière les militants, forcément, ils pensent le monde de manière caricaturale, la plupart du temps. Alors je fais des généralités, bien évidemment, hein, c'est pas le cas de tout le monde, tout ça. Mais enfin, j'ai bien l'impression quand même que les plus modérés et ceux qui avaient le plus de recul chez LFI, notamment lors de leur première tentative aux premières élections présidentielles du premier mandat de Macron, où ils avaient un programme qui tenait la route pour le coup à ce moment-là. Et du coup, tous ceux qui étaient à cette époque, qui avaient un peu de recul, de raisonnement, qui comprenaient que les situations sont complexes, ceux-là se sont barrés. Ou ils ont été éliminés. Donc on ne se retrouve plus qu'avec un militantisme de Benet, en fait, et qui est finalement le même que le RN, quoi. Je veux dire, pour arriver à défendre le programme du RN, il ne faut pas réfléchir trop longtemps, hein. Leurs propositions de loi, par de la démagogie et de l'idéologie raciste, et plutôt xénophobe, plus que raciste, mais voilà, il n'y a pas besoin d'être un génie pour démonter leur programme, en fait. D'autant plus quand on voit leur comportement. C'est-à-dire que là, ils sont en procès actuellement pour les détournements de fonds de la Commission européenne, puisqu'ils ont payé des cadres du parti pour faire des tâches, merde, pour faire occuper des postes en fait qui concernent la gestion du parti et non pas la gestion de l'Europe. Quant à Bardella, il est en train de se faire choper parce que il est tout le temps absent. Alors il n'y était jamais et qu'il a fait des faux. Il a construit des faux dossiers. Donc pour dire ouais mais en fait j'étais là. Ben non, t'étais pas là. Donc voilà, il a recommencé pareil hein, depuis qu'il a été réélu député européen et que que la Commission européenne s'est réunie, il n'était pas là. Il est absent. Donc on voit que le RN, en plus à l'Europe, continue à voter contre les intérêts de la France, puisqu'ils sont pro-Poutine, et qu'actuellement, il ne faut pas être avec la Russie par rapport à l'Europe. C'est une mauvaise idée. Et sur beaucoup de choses. Il y a quelques années de ça, ils gueulaient sur l'Europe en disant « Ouais, il ne faut pas d'Europe, machin, c'est un scandale, tout ça. » Maintenant, ils sont quasiment pro-européens. En tout cas, ils se goinfrent sur le système européen. Donc bon, pour moi, le LFI est arrivé au niveau du RN, à mes yeux en tout cas, quoi. Et ça me casse bien les noix parce que je ne trouve plus personne à gauche qui me représente, en fait. Et je vois en consultant les réseaux qu'on est de plus en plus nombreux dans ce cas-là. Dire que le PS, il est toujours fidèle à lui-même, il est dans le même état que Gaza, en fait.
LFI, ils sont uniquement sur la Palestine, machin, ouais, la Palestine, la Palestine, la Palestine. Et, les pauvres Français, ils s'en battent les couilles. Et les autres, à gauche, PCF et NPA, de toute façon, ils ont toujours représenté 1% des électeurs. Donc voilà. Les pauvres et ceux qui luttaient encore, qui étaient dans la lutte des classes, les seuls qui tiennent un discours qui est complètement de la démagogie, mais qui parle de ça, c'est le RN. Donc forcément, il y a des tas de gens qui migrent de LFI vers le RN, mais ils se font entuber. Ils se font entuber. Le RN n'a jamais eu l'intention de faire en sorte que les pauvres soient moins pauvres. Ça a toujours été un parti élitiste qui vient des classes principalement riches, qui sont en lien avec beaucoup de bourgeois et autres. Et ils ont toujours favorisé les hautes couches sociales, le RN. Ils n'ont jamais défendu réellement les pauvres. C'est pas vrai. Encore une fois, ici, il ne faut pas écouter ce qu'ils disent, il faut regarder ce qu'ils font. Et ce qu'ils font, c'est pas de défendre des ouvriers, en tout cas. Mais qu'en plus des Illuminati, elle est fille très en tête. Oui, 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 ben forcément. 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 Dans la mesure. En plus, le complotisme est énormément favorisé, puisque nos gouvernements et donc les instances officielles, on l'a vu avec BFM pour les médias, font n'importe quoi. Les ministres, le président et les députés mentent éhontément. Simplement, ils se font débunker dans la minute, mais ils s'en foutent. Donc en fait, leur parole, elle est plus crédible. La période de Covid, ils ont raconté n'importe quoi, donc ils ont perdu leur crédibilité. Les médias, c'est pareil. Le gouvernement leur demande de débunk alors que les mecs manipulent l'information. Forcément, ça favorise le complotisme. Il y a plus aucune confiance. Il y a des gens qui n'ont plus aucune confiance dans la parole officielle, quelle qu'elle soit, et qui font plus du tout de nuances. Ils jettent tout systématiquement. Donc et forcément, ces gens-là, on va les retrouver dans les extrêmes. On va pas les retrouver dans des partis modérés, ou du moins avec des positions modérées. Donc oui, c'est extrêmement cohérent que le complotisme monte chez LFI comme chez le RN, comme dans le RN. C'est extrêmement cohérent et dramatique. Parce que du coup, ça représente vraiment beaucoup de gens. Bref, on est mal barré quand même, hein, je trouve. Donc globalement, qu'est-ce qui va se passer? Bon, notre gouvernement, là, il va nous défoncer. Il va nous défoncer au niveau des budgets, il va défoncer nos fonctionnaires, etc. Puisque bien évidemment, il sera pas question d'aller chercher l'argent là où il est. Donc notre Premier ministre, il a beau crier haut et fort qu'il va taxer les plus riches, la taxe sera symbolique, histoire d'arrêter de faire gueuler un peu des gens. Mais le CICE sera toujours en place, les niches fiscales seront toujours en place, et les plus riches paieront de toute façon beaucoup moins d'impôts que ceux qui financent réellement le système, qui sont globalement les classes moyennes et moyennes plus. Donc en gros, les gens qui gagnent entre 2 000 euros et 10 000, on va dire. C'est cette tranche-là, en réalité, qui finance l'intégralité du système. Tous ceux qui sont à plus de 10 000, ils ont suffisamment de conseillers, des comptables ou autres, pour pouvoir à connaître toutes les techniques, en fait, pour réduire les impôts à payer. Et ceux qui sont en dessous, de toute façon, ils ne payent pas d'impôts. Comme moi, hein, moi je fais partie de la classe la plus pauvre. Hein. Mais donc je ne paye pas d'impôts. Mais par contre, la tranche entre, je dirais, faire à la louche, hein, entre 2 et 10 000, c'est eux qui financent le système. Et le plus marrant, entre guillemets, c'est que c'est quand même eux, surtout ceux qui gagnent plus de 5 000 euros, qui votent Macron depuis longtemps, quoi. Alors qu'ils se font défoncer à chaque fois. Enfin. J'avais encore un poste de côté. Mais non. Bon. On va voir, mais je suis pas très confiant dans ce que va nous faire notre gouvernement actuel s'il reste. Là, ils essayent de destituer le président. Pour l'instant, ça marche pas, puisque le RN a refusé de le faire. Si un jour LFI et le RN arrivent à voter ensemble, oui, le gouvernement il va sauter. On va voir au prochain budget, on va voir ce qui va se passer. Pas sûr que le gouvernement reste. Ah. Oh cool, merci pour le follow sur Twitch.
J'ai vu qu'il y a quelqu'un qui s'est... N'hésitez pas, j'en profite. J'en profite. N'hésitez pas à aller sur Twitch pour vous abonner. Il me manque 9 followers seulement. Si vous êtes sur Kik, et voilà. Il me manque que 9 followers pour devenir affilié. Il n'y a plus que ça. Si j'arrive à 50 followers, je peux passer affilié. C'est cool. Donc s'il vous plaît, allez follow si c'est pas fait la chaîne Twitch. Taxé à 60%, bah, c'est le cas des normes. Bah, par exemple, tous les artisans. Tous les artisans ont en gros ce genre de taxes. Les toubibs aussi, les généralistes. C'est à peu près ce qu'ils payent sur un cabinet. Ce sont encore une fois, voilà, c'est ces tranches-là sociales qui financent le système entièrement. Les petits ouvriers, je veux dire les artisans, les petites boîtes, parce qu'il y a énormément de PME notamment qui, elles, payent leurs taxes et leurs cotisations. Je veux dire, il y a beaucoup de patrons qui sont pas riches d'ailleurs. Il y a beaucoup de patrons qui sont pas des riches. On a toujours l'image du patron de Total ou des grandes entreprises, mais énormément de patrons, en fait, ne gagnent pas des milliers et des cents. Surtout qu'il y a beaucoup de patrons aussi d'entreprises qui font passer leur boîte avant eux. Donc, moi, j'en ai connu et j'en connais encore. Il y en a qui se versent pas de salaire à certains mois, quoi. Ça dépend de plein de choses. Ça dépend vraiment des entreprises, des budgets qu'ils ont, etc. Après, c'est vrai que si tu payes un impôt sur le revenu 60%, c'est que tu gagnes très très bien ta vie. Normalement, l'imposition à 60%, c'est plutôt avec les cotisations patronales. Ah, mais ça, Karine, pas d'enfant propriétaire. Moi, je suis dans le cas. Célibataire, propriétaire, sans enfant. J'ai eu la CAF dernièrement au téléphone, une technicienne de la CAF, puisque je touchais plus ma prime d'activité depuis un moment, simplement parce que je m'étais planté de case dans ma déclaration d'impôt. Donc du coup, elle m'a trouvé la coquille et j'ai pu appeler les impôts et faire corriger ça. Sauf que j'en ai profité pour lui demander s'il existait des aides dans ma situation. Je vous rappelle que moi, je gagne en dessous du seuil de pauvreté français. En termes de revenus, je m'en sors, mais c'est chaud. Donc, actuellement, en tout cas, c'est la situation. Je lui ai demandé s'il y avait des aides. Eh ben non. C'est-à-dire, vous imaginez même que la prime pour l'emploi, mon plafond, c'est 750 €. Si je gagne plus de 750 € par mois, je perds la prime pour l'emploi. Magique quand même. 750 € pour un célibataire sans enfant et propriétaire. Et il n'y a aucune autre aide possible. J'y ai demandé, je me suis renseigné, etc. J'ai cherché. Il n'y en a pas. C'est comme ça. Le système est comme ça. Bref. Passons sur de l'artistique. Passons sur de l'artistique. Je voudrais vous présenter... Où est le bon bouton? Je voudrais vous présenter un compte sur Instagram. Ah, toi aussi le zibou, hein? Oui, c'est ça le moche. Si t'es propriétaire, t'es déjà considéré comme un riche pour le système. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Je voulais vous présenter cette page Instagram, Robert Dudzik. Robert Dudzik, c'est un bruiteur. À l'ancienne. Je voudrais vous montrer quelques exemples. Alors, bon dimanche, Karine, bon apéro, merci d'être passé.
Pas de problème, le moche. Ça montre... Alors en plus, beaucoup de sons de films sont faits de cette manière-là. Alors maintenant, on a beaucoup de design sonore au niveau des ordinateurs, etc. Pendant très longtemps, c'était le seul moyen de créer des effets sonores. Et même actuellement, il y a encore des productions qui utilisent ce genre de technique-là. Vous voyez, c'est intéressant parce que on entend le souffle qu'il fait avec un briquet, la partie grave, etc., qui fait avec un truc de massage vibrant sur des cordes, on dirait un violoncelle. Et bien sûr, c'est blindé de reverb pour donner une ambiance, etc. Mais alors, mon écran, il est pas top. Attendez, je corrige pour vous montrer ça mieux. Hop. Voilà, parce que c'est quand même la vidéo qui m'intéresse le plus. Tac. Ah oui. Avec des tomates. C'est assez intéressant, moi, je trouve. Regardez, avec des cailloux. Attendez, je vais enlever ma gueule. Donc j'aime beaucoup, moi, ce genre de... Donc voilà, sa page, Robert Dudzik, que j'ai trouvé vraiment intéressante, donc un bruiteur. Je vous parlerai pas de la technique des micros, parce que ce sont des micros très spécifiques qu'il utilise. Je les connais, il y en a plein que je connais pas, en fait. Et mais il me fait délirer, j'aime bien. Pour la petite anecdote, quand j'ai commencé le son, c'était en 93, 92, 93. Et à l'époque, on n'avait pas d'ordinateur. Et j'ai commencé le travail, l'enregistrement, le traitement du son, etc. au conservatoire, dans le cycle électroacoustique. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de formation de technicien son ou ce genre de choses. La chose qui se rapprochait le plus à cette époque-là, c'était le conservatoire en électroacoustique et la musique concrète. Un jour, je vous en ferai écouter si vous connaissez pas là, ou alors chercher de la musique concrète et électroacoustique. Et à l'époque, donc, on travaillait avec des studios analogiques, avec des magnétos à bande. On n'avait que des consoles analogiques, donc pas d'ordinateur. Et c'est là que j'ai appris à positionner des micros, à enregistrer correctement, à régler correctement les machines, type les compresseurs, les égaliseurs, les trucs comme ça. Parce que là encore, tout était physique, hein, c'était des machines en dur, du hard, comme on dit. Et à cette époque-là aussi, comme c'était de la musique concrète et de l'électroacoustique, on travaillait beaucoup sur du son. Je parle des sons comme lui, on faisait du bruitage. Et notamment pour la fin de cycle, on avait une séquence à faire. Et je me souviens, par exemple, avoir fait des bruits de pas avec du polystyrène.
Et on utilisait toujours ce qu'on avait sous la main. Donc c'était assez intéressant parce qu'on mettait le casque, on prenait le micro, on faisait plein de bruitage devant le micro parce que vous avez vu, on n'entend pas la même chose quand on prend un objet, un caillou ou autre, et si on l'écoute comme ça, sans amplification, ou si on cale un micro devant et après du traitement. Et la partie la plus difficile, en fait, dans ce genre de choses, c'est d'imaginer ce que va donner le son traité, notamment pour les bruitages. Voilà. Donc c'est toute une technique, c'est tout un métier qui est super intéressant. C'est énormément d'essais. Il y a toute une période où j'avais un petit enregistreur, alors plus récente, hein, là c'était un enregistreur numérique, mais je m'amusais, je l'avais tout le temps dans la poche, il y a quelques années de ça, et j'enregistrais quand je me baladais en ville ou des trucs comme ça, j'enregistrais des sons qui me plaisaient. Et on peut en faire plein de choses en fait. Tout est musique en réalité. Tous les sons, c'est de la musique. Donc super intéressant. Voilà. Si vous avez Instagram, je vous conseille sa page. Allez, un petit dernier pour la route. Je vous ai pas mis l'image. Ah, mais j'ai pas de raccourci sur ce bouton. Oh, merde, j'ai oublié de faire un. Voilà. Donc je vous mets l'image. Ah oui, tout à fait, le zibou. Tout à fait. C'est vrai que je vous ai dit tout à l'heure, le polystyrène pour faire des bruits de pas, mais effectivement, c'est des bruits de pas aussi dans la neige. Il y a plein de techniques. C'est vraiment. Vous avez peut-être vu des documentaires d'ailleurs là-dessus. Et après, dans le son, si vous rentrez dans une chambre anéchoïde, notamment, je vais vous montrer une photo pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une chambre anéchoïde. Alors, voilà, c'est ce genre de pièce. Les chambres anéchoïdes, c'est ce genre de pièce, en fait. Vous en voyez de temps en temps dans les documentaires, avec un traitement mural qui est extrêmement important. Je vais essayer de vous en trouver d'autres. Ouais, par exemple, ça. Vous voyez, ce genre de salle. Alors, ce sont des chambres qui ont une insonorisation qui est absolue. On est à 99,9% d'insonorisation. Ce sont des pièces qui n'ont aucune réverb. Je vous en montre une autre. Voilà, c'est des trucs comme ça. Donc les formes qu'on voit, les pointes, etc., ça permet de casser le son et de l'absorber. Ce qui fait que quand on est dans la salle, on n'entend aucun son qui revient des murs. Beaucoup de gens ne supportent pas de rester dans ce genre de salle. Ça les angoisse. Parce que comme il n'y a aucun son à l'extérieur, qu'il n'y a aucun ricochet sur les murs, on entend tous les sons internes du corps. Toute la biologie, tout. Et forcément de manière démesurée. Et en vrai, beaucoup de gens se sentent très très mal dans ces pièces-là. Surtout si on les plonge dans le noir, il n'y a plus aucun repère. Mais voilà, c'est des chambres qui sont absolument silencieuses. Donc, un jour, si vous rentrez ne serait-ce dans un studio radio, déjà, c'est particulièrement mat. Et c'est très oppressant, en fait. Ouais, comme tu dis, ouais, une sensation de malaise, même à travers les photos. Et les studios, alors, justement, quand on essaye de matifier le son d'une pièce, qu'on traite le son pour en faire, par exemple, une cabine d'enregistrement ou autre, il y a un seuil qu'il ne faut pas dépasser. C'est 0,2 secondes de première réflexion, donc c'est les délais de réverb. En dessous de ce délai-là, la pièce est tellement mate, il n'y a tellement pas de ricochet sur les murs que beaucoup de gens se sentent mal. Donc, même dans les cabines d'enregistrement de studio, en règle générale, elle tourne aux alentours de 0,2 secondes. Pour ceux qui veulent le terme technique, c'est ce qu'on appelle le RT60. C'est donc les réflexions, la réverb, en fait, qui est sur les murs, qu'on peut mesurer, avec des micros de mesure notamment.
C'est ce que j'ai fait ici, je vous en ai déjà parlé, quand j'ai monté mon studio et que j'ai traité le son de la pièce, je l'ai fait avec des micros de mesure pour savoir quelle fréquence j'étais en train de manipuler. Et ouais. Alors les caissons d'eau remplis d'eau, effectivement, t'as plus l'impression de pesanteur, mais par contre, t'as toujours du son. Dès que tu bouges, l'eau va créer du son. Et en fait, l'eau transporte vraiment bien le son. Donc là, vraiment, tu n'as aucun son extérieur. Aucun. Et quand tu parles, tu n'entends que le son intérieur dans une chambre anéchoïde. Tu n'entends pas le son de ta voix à l'extérieur comme on l'entend dans les pièces normales dans lesquelles on vit. C'est les ricochets sur les murs, en fait. D'ailleurs, si on est deux dans la pièce et qu'il y en a un qui se tourne et qui parle dos à l'autre, on ne l'entend pas du tout. C'est assez rigolo. Bon, après, si vous êtes zen et que le silence ne vous fait pas peur, vous pouvez vous endormir dans une chambre anéchoïde. Hein. Voilà, voilà. Bon, allez, un artiste que vous m'avez partagé. C'est le moche, je crois, qui me l'a partagé, cet artiste-là. Et je le connaissais déjà, mais je vais quand même vous le faire écouter parce que je trouve que c'est un artiste super. Et voilà. Donc, il s'appelle Douz Kawa. C'est un rappeur de l'équipe Hippocampe Fou. Gaël Faye, Yoshi, c'est un peu toute la clique des rappeurs qui ont des vraies plumes et un vrai flow. Alors c'est vrai que celui-là de morceau est très très bien. J'ai beaucoup aimé aussi le morceau Alcool de Douz Kawa. On sent que dans son... Attendez, je fais une petite correction d'écran. On sent que dans ce genre de texte, il parle par expérience, sur l'alcool notamment. C'est un poète noir, ouais, avec un flow assez particulier, une voix assez particulière. Douz Kawa, donc je vous le partage, c'est pas un gros rappeur, même s'il est connu. Vous voyez, 82 000 abonnés sur sa chaîne, 26 000 vues en 3 mois, c'est pas énorme pour un musicien de ce calibre-là. Je vous fais écouter ça. Et puisque j'y suis, je vais en profiter pour mettre fin au live. Je vais m'en servir de générique de fin. Vu qu'il est l'heure, je vais vous dire un grand merci à tous d'avoir été là jusqu'à maintenant. Pour ceux qui veulent, ce soir, je vous rappelle que je joue la deuxième chronique, 21h, même chaîne, même endroit. N'hésitez pas à être présent. Ça dure 40 minutes. Vous pouvez le voir avec vos gamins. C'est accessible aux enfants, donc il n'y a aucun problème. Pour les autres, je jouerai quand même la chronique mardi soir prochain. Jeudi, il y aura la musique. Voilà. Et je vous donnerai le programme éventuellement jeudi. Bon apéro à tous. Bon week-end, bon dimanche plutôt. Soyez forts. Et puis donc à ce soir pour ceux qui seront là. Et puis à plus tard pour les autres. Bye bye. Hop. Hop. Yeah. Scout, freestyle, l'incruste, studio, et je fais un petit freestyle les potos. Yeah. J'ai dans le cœur une tarentule que l'eau salée a dû noyer. Les naufragés se parlent en bulle, tombés du râteau en noyé, dans la mélancolie se bercer, sans perdre le bord un instant où les Danaïdes vont verser. Tout autour de toi l'océan, le vent violent nous crie dessus, et l'océan nous broie la peau quand on croit voir le poil hirsute d'un drapeau au mât d'un bateau. Les naufragés sont sans rivage, à moins de le voir en mirage, et l'injustice de ce monde a créé un monstre sans visage. Je crois que chaque pute a son prix, et que leur éthique est louable, je me quitte de moi incompris.
comme un solitaire incroyable. Tu vois que l'espoir est morné, mais on est borné, morné. Il reste à regarder nos vies de manifestants éborgnés. Les naufragés sont trop chargés, chacun d'un collier de remords se laisse enfoncer sans nager, espérant faire un heureux mort. Mais les piégés sont en chemin, et déjà à peine elle partait, que j'étais déjà orphelin, radeau de la Méduse en papier. J'ai remonté, allez, vous allez prendre froid, je vois vos lèvres cyanosées. L'hélicoptère éclaire le détroit, le temps m'a tué, me porte en sang. Dans la fumée du porte-en-sang, je sais pas combien de pubertés ont pu assassiner d'enfants. Je guérirai, c'est sûr, rangez vos croix bizarroïdes. Déjà je vois que ce suture, mes cicatrices, kéloïdes, liquide, céphalo, rachidien, vient dans mes lymphes inédites. Mais le deuil n'aura jamais lieu, comme chez tous les mélancoliques. Je l'entends crier en silence, comme dans un hurlement sanglote. Dans un palais de résilience, l'âme de ma princesse se sanglote. Une armée militaire sans bottes flotte comme portée par le courant. Recherche aux fusées de détresse ce qui ressemble aux survivants. Je sais pas si elle est trop zen ou si elle m'attriste. Cette satire, ça fait comme la première nausienne sur le piano d'Eric Satie. Je sens qu'on m'attrape sous les aisselles et qu'on me tire hors de la flaque. Si les secouristes me réveillent, il serait peut-être temps que je me rattrape. Décrivent dans la mer de l'Oural des hélicoptères, des navires qui se transforment en corail, des barils toxiques à la dérive où vivent nos relations sociales, flotter le chantage affectif des sirènes dans une chorale, guident les vaisseaux vers les récifs. Ceux qui sont saufs, ça sert d'otage au ressac comme une lessive cérémonique sacerdotale, des scaphandres sans gentigène. On combat le froid, boit de l'antigel, les nuages de la drogue indigène s'infiltrent dans le conduit d'oxygène. Peut-être la marée basse arrive, la syzygie d'objets célestes que l'on écrit. Pas ici J, en plus des eaux mortes, les restes d'un pseudo-poète amoral. Il flotte sa casquette d'amiral. Son mémorial sera l'azur qu'on le marque dans l'armorial. C'était 12K de la Moria. Ya T'es encore là? Je regarde dans l'air et je vois la lumière qui me dit t'es sûr que c'est bien fini? Sous mes pieds l'obscurité s'enfoncer vers l'infini. C'est juste un rêve, tu respires plus mais t'es pas encore un cas grave. Ou des sirènes à moitié nues viendraient emporter ton cadavre. Tu vois pas leurs seins ni leurs fesses qui sont de plus cachés d'écailles. Alors reviens à la surface et je me mets à cracher des cailles au de sang. J'entends les balles au son du rotor de l'aérospatiale qui gronde. Et je suis écrasé au plancher pendant que l'hélicoptère monte. Et cependant que je vous raconte ce qui est un conte ou bien une fable, je me dis que mon imagination coûterait bien cher aux contribuables. Je relève la tête à 4 du mat comme un réveil par un impact existentiel, conscience du silence qui règne. Et tout à coup je me sens bien seul dans mon appart, bordel. Si j'avais un hélicoptère, j'irais vite aller voir ceux que j'aime. Bref, allez, je replonge dans mon rêve. J'attendrai pas que l'hélicoptère atterrisse. Je vois mon fils courir vers moi, je me dis que j'ai pris trop de risques et que je suis un mauvais papa. C'est faux, j'attendrai pas que l'hélicoptère atterrisse. Je vois mon fils courir vers moi, je me dis que j'ai pris trop de risques et que je suis un mauvais papa. Arrête un peu, maintenant que je le sais, j'en ferai quoi? J'en ferai quoi? On fait pas toujours ce qu'il faut. C'est un exemple que j'ai pas. En tout cas on fait ce qu'on peut.
J'attendrai pas que l'hélicoptère atterrisse. Je vois mon fils courir vers moi, je me dis que j'ai pris trop de risques et que je suis un mauvais papa. C'est faux, j'attendrai pas que l'hélicoptère atterrisse. Je vois mon fils courir vers moi, je me dis que j'ai pris trop de risques et que je suis un mauvais papa. Arrête un peu, maintenant que je le sais, j'en ferai quoi? J'en ferai quoi? Fais pas toujours ce qu'il faut. Un exemple que j'ai pas.